J'ai fait quelques Ironman, des marathons aussi. L'Enduroman, c'est un triathlon, 150 km de Londres aux côtes anglaises. En courant. On traverse la Manche à la nage, donc c'est 33 km à vol d'oiseau. Moi, j'en ai nagé 49 avec les courants. 13 degrés, les phoques, les méduses. Et on va à Paris en vélo, donc c'est 290 km. Pour le run de la course à pied, j'avais des lunettes mouches H&M, vous pouvez la voir sur la vidéo. Les juges, ils s'étaient dit, mais c'est qui elle? Non, 10 jours après, je me suis fait percuter du coup en vélo par un camion qui a grillé un feu rouge. J'ai fait du coma, j'ai eu des greffes au niveau de la jambe, des épaules. J'ai dû réapprendre à marcher. Prendre le départ d'une course, c'est déjà avoir réussi. C'est une des choses les plus effrayantes du monde que d'être face à soi-même. Vraiment, une rupture amoureuse, ça m'a fait mal aux muscles, ça m'a fait mal aux os, ça m'a fait mal à l'âme, j'avais mal partout, quoi. J'ai quitté ma vie pour me sauver. Eh bien, Marine, ça fait très plaisir déjà de te voir en vrai, finalement, et de pouvoir discuter un petit peu avec toi aujourd'hui. Ouais. On va parler de ton parcours inspirant, de sport en fait. Voilà, la grande nouvelle du jour. Principalement. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ce qu'on disait, on a l'impression de se connaître ou de se voir souvent. Parce que on se suit un peu en vidéo, les stories, tout ça et tout. Et c'est vrai que du coup, de pouvoir se voir en vrai, trop cool, trop génial. Déjà, pour les personnes qui écoutent et qui auraient réussi à passer à côté de toi, vous me remercierez plus tard, mais peux-tu te présenter, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Marine Leleu, j'ai 33 ans, je vis à Bordeaux. Je me présente souvent sous différentes casquettes. La casquette de coach sportive. Je suis coach sportive depuis 2012, donc je suis une vieille coach. Voilà, principalement, je fais du suivi personnalisé. À côté de ça, j'ai une marque de chaussettes avec ma meilleure amie qui s'appelle Liv. Ça va faire plus de 6 ans qu'on a la marque, donc ça marche plutôt bien. On est très contente, qui est made in France. Et je suis aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, influenceuse, oui, je sais, voilà, et tout. Mais par la force des choses, j'influence les gens. Je dirais que je crée du contenu sportif, inspirant, un peu à mon image. Et je trouve ça trop génial de partager ma passion sur les réseaux sociaux. Voilà. Et à côté de ça, je fais du sport, je fais un petit peu de sport. Ah, tu fais un peu de sport? Oui, un petit peu. Ah, c'est vrai? Ok, d'accord. Première nouvelle. Voilà, principalement du triathlon. Donc, dans le triathlon, il y a les 3 sports, la natation, le vélo, la course à pied. De temps en temps, je fais un sport principalement. Je prépare un marathon. Des fois, je fais des courses de natation. Des fois, je fais des courses de vélo. Je fais aussi un petit peu de crossfit, du cross-training. Je me définirais plutôt comme sportive que triathlète. J'aime le sport, j'aime le mouvement, l'activité physique. Voilà. Et comment est-ce que t'es tombée là-dedans ou comment est-ce que... Raconte-nous ton histoire avec le sport, parce que j'ai l'impression que c'est une sacrée histoire. Quand on pense Marine Leleu et qu'on sait qui c'est, forcément on pense à du sport, je pense quand même, avec des exploits plus ou moins grands ou tout simplement, Marine, c'est la fille qui est toujours souriante sur Instagram en train de courir, de faire du vélo, de nager ou de s'entraîner. Mais on pense à ça. Comment est-ce que tu en es arrivée à faire tout ça? Je dirais que j'ai grandi dans une famille avec des valeurs de sport, pas sportif à fond, parce que là, quand on prend mon frère et ma sœur, actuellement, ils font du sport, mais on ne peut pas comparer par rapport à moi, par rapport à qui ou quoi. Mais ça a toujours été... L'exemple que je prends toujours, c'est que si on voulait des bonbons quand on était petit, on prenait le vélo avec papa pour aller à la boulangerie. Et puis, alors, on ne faisait pas 40 km, quand même pas. Mais on était toujours actifs, on bougeait toujours. Le sport et le mouvement a toujours été dans notre développement, dans notre éducation. Et j'ai fait de la natation synchronisée plus jeune. Donc, j'étais dans le milieu de l'eau. Et puis, j'ai toujours continué un petit peu ça. Et après, du coup, j'ai passé mon diplôme de coach sportive. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'aimais trop le sport. J'aimais trop... Pas forcément que faire du sport, mais aussi inculquer ces valeurs de santé, le sport santé, bien-être et le fait de pouvoir se faire du bien, être bien quand on fait du sport. Et du coup, j'ai toujours eu envie de le transmettre aux gens. Donc aussi le transmettre par mon métier, le transmettre par les réseaux sociaux. Et c'est aussi pour ça que moi, je sais combien ça me fait du bien à ma tête et à mon corps. Et à mon corps, pas forcément surtout, on pourra y revenir, mais... en grande chose, voilà. Donc c'est vrai que le sport, ça m'a toujours suivi au fur et à mesure de ma vie. J'ai eu des périodes où j'en faisais beaucoup plus, des fois beaucoup moins, des fois pas du tout, avec des accidents ou des arrêts où juste j'ai pas envie. C'est quand même assez rare, mais voilà. Et c'est vrai que ça a jamais été une obligation pour moi. Ça a toujours été quelque chose que j'aimais faire moi-même, de moi-même, pour moi-même, voilà. Et ça depuis le début. Ouais. Tu as commencé par la natation synchronisée, tu avais quel âge? J'avais 6 ans, 7 ans. Et après, je suis rentrée en classe en horaire aménagé. J'étais en sport-études. Ouais.
Et en fait, donc j'étais en sport-études. Après, j'ai arrêté, j'ai été déscolarisée, on ne pourrait y revenir. J'ai des problèmes d'anorexie, j'ai été hospitalisée pendant un moment. Donc là, j'ai vraiment eu 2 ans de ma vie où j'étais plus trop dans les rails, on va dire. Mais j'ai toujours continué après un petit peu le sport, etc. Et donc, après mon bac, j'ai voulu être prof de natation. Et quand je suis rentrée dans l'école de formation de coach, il y avait plusieurs troncs, c'est-à-dire le tronc natation, donc apprendre à donner des cours aux bébés nageurs, femmes enceintes pour l'eau et tout ça. Le tronc être prof de PS dans les collèges-lycées. Et le tronc fitness. Et je me suis dit, Marine, tu as déjà ton brevet de maître nageur sauveteur, va découvrir ce qui se fait dans le fitness, apprends, puis tu pourras toujours revenir après. Et finalement, je suis tombée amoureuse de ça. Et donc, je ne suis jamais vraiment revenue à la natation après. Mais quoi qu'un petit peu si, après, par la force des choses. Et quand tu t'es inscrite, quand tu as commencé la natation à 6 ans, est-ce que c'est papa et maman qui t'ont dit, bon, on va faire un sport, Marine, lequel tu veux? Est-ce qu'on t'a dit, Marine, commence à nager? Ou est-ce que toi, t'es allée, t'as dit, papa, maman, est-ce que je peux aller nager avec les copines? Non, parce qu'en fait, j'ai grandi en Martinique jusqu'à mes 6 ans. Donc, moi, j'allais à la mer après l'école à 3-4 heures de l'après-midi. On est toujours à la mer. Donc, ma mère me dit toujours que je suis nagée avant de savoir marcher. J'étais dans l'eau, hyper à l'aise. Et donc, du coup, j'ai toujours été à l'aise dans l'eau. Et c'est vrai qu'en revenant du coup en France à 6 ans, on m'a proposé de faire ça. J'étais à la piscine et je crois qu'il y a une coach qui est venue voir ma mère en disant elle a l'air, est-ce que ça dit à votre fille d'essayer? Et donc j'ai essayé et puis essayer, voilà. C'était l'adopter, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et ensuite tout a suivi un peu à partir de là. Mais c'est vrai que mes parents m'ont jamais forcé, jamais. D'accord. Mais ils t'ont quand même donné un certain exemple, plus ou moins direct? Il me semble que ton père est très sportif, aujourd'hui en tout cas. Mon père, je dis pas que c'est grâce à moi qu'il est sportif, pas du tout. Mais c'est vrai que oui, on partage beaucoup de sport maintenant. Il faisait beaucoup de sport aussi avant, il faisait du football, il a fait beaucoup de planche à voile, etc. Mais c'est vrai que maintenant, je peux l'appeler et il me dit je suis en train de courir, ma chérie, je te rappelle plus tard. Alors qu'il a 63 ans, c'est fou ça. Ouais. Et quand tu étais jeune, tu les voyais aussi faire du sport ou c'était on faisait du sport en famille, je pense. Ouais. C'était très activité physique, activité par défaut en fait, un peu familiale. On avait un terrain de badminton dans le jardin. Mais c'était tranquille, quoi. C'était pas, je veux pas que les gens s'imaginent que c'était un peu l'armée et qu'on faisait tout le temps du sport et que c'était obligatoire. Je pense que ça venait aussi de nous, les enfants. Ouais, j'ai eu quelque chose un peu similaire et je pense avoir envie de répliquer ça à la lignée d'après parce que j'ai l'impression que ça n'a pas fait de mal. Donc, comme tu dirais, c'est carrément stylé. C'est carrément stylé, c'est trop stylé. Trop stylé. Et du coup, Marine Leleu, on la connaît aussi beaucoup parce qu'elle fait du triathlon et tu as parlé de natation. Mais quand est-ce que le triathlon ou les autres disciplines... Donc, tu as commencé le fitness peut-être avec ta formation? Oui. C'est ça? Et puis, comment ça a évolué, les différents sports qui sont entrés dans ta vie En fait, du coup, donc, j'ai commencé ma formation en 2011 et j'étais diplômée en 2012. Et en fait, là, dans le fitness, on m'a dit, faut savoir faire des tractions. Moi, c'est pour les gars, les tractions. Voilà. Faut faire du développé couché, faut faire des squats et tout. Faut faire les pecs. Ouais, de fou. Oh là là. Et du coup, il fallait aussi faire des cours de step, des cours de body pump, body attack, des cuisses de fessiers, etc. Ouais. Et en fait, je me suis découvert une passion. Moi, j'aime les challenges. C'est me dire, OK, faire les tractions, c'est quoi une traction? OK, pour l'examen, il en faut combien? Il en faut 8 pour les filles? OK, moi, j'en faire 10. Très bien. OK, il faut faire du développé couché? Parfait, aucun problème. Je me faisais ma séance PEC le lundi. Et moi, j'étais un peu ce truc de challenge. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 21 ans, un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours... j'ai été déscolarisée, mais j'ai jamais été bonne à l'école. J'ai toujours été nulle. J'ai jamais trop aimé ça. Je pense que le système scolaire, c'est pas qu'il n'était pas fait pour moi ou pas, mais j'ai toujours été vraiment à côté. J'ai redoublé plusieurs fois. J'ai eu mon bac au rattrapage. J'avais le tiers-temps au bac. Enfin, c'était vraiment... j'ai jamais eu des bonnes notes. Et quand je suis rentrée dans cette formation-là, dans cette classe-là, première fois de ma vie que j'avais des notes au-dessus de 10 et que je suis sortie majeure de ma promo. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que... Et même mes parents, ils n'avaient jamais vu ça. C'est que j'aimais ce que je faisais, ce que j'apprenais. Et je donnais du sens. Moi, je dis toujours que pour réussir les choses, il faut donner du sens. Quand tu prépares une course, donne-y du sens. Quand tu te prépares pour un job, pour un truc, donne-y du sens.
Si tu donnes du sens, pour toi-même, ça va marcher. Tu vois. Et ça peut ne pas avoir de sens pour quelqu'un, mais si c'est pour toi, c'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses pour soi. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours adoré un peu ce que j'apprenais, ce que je faisais, ce que je mettais en place. Et donc, j'ai découvert le milieu du fitness en me disant, c'est quoi ce truc ? Ok, pourquoi, comment ? Essayer de comprendre un peu simplement comme les enfants, leur explique les choses. Pourquoi il faut pas mettre ses doigts dans la prise ? C'est pas juste arrête, c'est pourquoi leur expliquer. C'est pourquoi il faut apprendre à faire des tractions, pourquoi il faut faire ça, comment on y arrive et mettre les choses en place, en fait. Et j'ai toujours adoré. Et puis, c'est là que j'ai commencé à être au contact des gens. Le partage du sport a commencé là. Quand j'étais sur l'estrade avec mon micro à donner des cours de fitness, est-ce que vous êtes là ? Let's go ! En criant et tout. C'était incroyable, quoi. C'était génial, quoi. Et puis, quand il y avait des gens qui s'entraînaient avec moi, qui me disaient j'ai réussi à faire ça grâce à toi, grâce à tes cours. Et je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux, mais ça commençait déjà, on va dire, cette mouvance du sport et ce partage du sport et ce plaisir infini, quoi. Qui a émané, que tu as ensuite étendu à beaucoup plus de gens que juste tes coachés, quand même, mine de rien. Du coup, petit truc sur lequel je rebondis, parce que j'entends ça. Donc, c'était pour ta formation que tu as dû apprendre à faire des tractions et tu as besoin d'en faire 8 pour passer en examen, c'est ça ? Alors, je ne sais plus si c'est exactement 8, mais je crois que c'est par là. Pour les filles, c'était 3 minimum. Oui, quand même, d'accord. C'était 3 minimum, mais pour avoir 20, je crois qu'il fallait... Ah oui, non, d'accord. Donc 3, ça suffisait, parce que 8, c'est balèze quand même. En fait, c'était une, sauf si tu tirais au sort le truc, c'était 3. Tu choisissais les squats ou les pecs, voilà. Et moi, je m'étais dit... Et donc, j'avais acheté tu sais, les barres de traction que tu mets au-dessus de ta porte de chambre, là, le truc, tu as l'impression que tu vas monter, ça va tomber à tout moment. Et du coup, à chaque fois que... Donc, je vivais encore chez mes parents. À chaque fois que je rentrais dans ma chambre ou que je sortais de ma chambre, je devais en faire. Et tout le temps. Mais t'arrivais à faire une traction au début ? Au début, j'essayais avec élastique. Ouais. Et en fait, après... Comment t'as appris à faire les tractions ? Après, j'étais pas... Alors, la force, ça se travaillait tout ça, mais j'avoue aussi que j'étais pas encore hyper clean avec mes soucis alimentaires. J'étais pas très épaisse. Mais ça veut dire aussi que j'avais moins de force. Mais du coup, je me butais à la muscu, j'allais faire les séances de muscu en dehors des cours de muscu qu'on avait. Tu te rends compte, c'est carrément stylé. Tu te dis, aujourd'hui, c'est quoi la matière ? On a muscu. Tu fais muscu. C'est trop bien. Moi, j'en ai fait mon métier, donc je suis converti déjà. Mais du coup, j'allais faire ça et tout, et c'était trop cool. Et du coup, j'ai appris avec des élastiques, j'ai appris en faisant petit à petit et en y donnant du sens. Et ça, c'est vraiment... c'est vraiment l'astuce vite fait, mais vraiment, l'avoir le truc où tu en fais régulièrement, déjà, c'est une méthode d'entraînement qui est plus ou moins connue. Ouais. On appelle Grease the Groove, c'est que tu en fais régulièrement au cours de la journée, des petits trucs. Donc, l'astuce à chaque fois que je passe la porte, il faut que je fasse au moins une traction. Ça peut sembler con, mais ça marche de fou. C'était devenu un jeu. Et c'est vrai que c'était un peu, je passe, j'essaye, même si je décoapte juste les omoplates. Enfin, où même si tu as même si juste, j'ai début de traction. Voilà, c'est juste en fait un petit peu, quoi. Et puis ça a changé tout. C'est l'intention. Et puis c'est comme ça que tu as monté jusqu'à une 8-10 tractions. Oui, puis je pense que le fait de le voir comme un jeu, pour moi, j'avais pas la pression. Et c'était trop bien, j'ai réussi à passer au niveau supérieur. Ah, mais dans la musculation poids du corps, il y a tout un... Ouais. C'est encore différent de la muscu normale où le jeu, quelque part, on se dira, c'est de mettre plus de poids. C'est cool comme jeu, mais le jeu musculation poids du corps, tu passes à des évolutions supérieures. C'est-à-dire, typiquement, en traction, si tu ne rajoutes pas du poids, à un moment donné, tu peux essayer de les faire à un bras. Et là, ça devient une gamification vraiment infinie, presque. Donc, mais je trouve que c'est un peu comme en course à pied ou plein de choses. Dès que tu arrêtes, tu perds vite. Mais dès que tu t'y remets, tu reviens vite. Oui, effectivement. Ouais, dès que tu l'as travaillé une fois, ça s'entretient et ça revient plus facilement. Ouais. Et donc ça pour la muscu, le fitness. Et le vélo, la course à pied, le triathlon, ça s'est passé du coup après ? Ouais, en fait, comment ça s'est passé, c'est que moi, je courais pas du tout. Je faisais pas du tout de sport d'endurance. Je faisais que mes cours, mais je me souviens, je bossais, mais je travaillais... Tu faisais HIIT, cardio quand même, intervalle Ouais, mais je donnais je sais pas combien d'heures de cours par semaine et je bossais dans toutes les salles de Paris. Je faisais des remplacements partout, mais c'était dingue. Mais en vrai, comme je dis toujours, c'est les plus belles années de ma vie. Je faisais que travailler. Je finissais sur un estrade avec un micro. Merci, bonne journée. Je prenais vite le métro. J'allais dans une autre salle. Bonjour à tous, bienvenue au cours d'abdos fessiers. Je faisais mon truc, j'enchaînais 3 heures. J'allais dans une autre salle. Bonjour à tous, voilà. Et des fois, je faisais des cours, 3 cours de RPM dans la journée, des body pump aussi et tout. Purée, ça bastonne au niveau énergie. Ah ouais. Et après, j'ai rencontré des adhérents qui sont devenus des amis. Et ces amis se sont mis à courir un peu et je les ai aidés à préparer leur premier marathon.
Et donc, ils m'avaient offert mon billet d'avion pour aller les voir passer la ligne d'arrivée de leur premier marathon. Et du coup, je leur ai dit, si vous finissez, la prochaine course, je la fais avec vous. Et c'est devenu des amis. Et la prochaine course qu'ils ont voulu faire, c'était un Ironman. Et donc, tu as dû tenir ta parole. Exactement. Et donc, mon premier... Alors, il s'est passé le fait que j'ai essayé de courir au début un 5 km. Mais pour moi, ça paraît fou comme ça, mais personne faisait des Ironman avant. Enfin, personne n'en parlait. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'était bon, OK. Donc, j'ai fait un premier semi-marathon, un premier marathon. Mais tout ça, c'était dans le but d'aller faire un Ironman avec tes potes? Ouais. Donc, en gros, tu as commencé l'endurance avec le triathlon et avec une des distances les plus longues et les plus connues, surtout. Et en même temps, j'avais pas de vélo. J'en louais un pour aller faire 2-3 sorties. Le jour de la course, je le louais aussi. J'avais pas de trifonction, mes chaussures, c'était n'importe quoi. Mais j'y suis arrivée. Et mon premier Ironman, j'avais pas de compteur sur mon vélo, j'avais pas de montre. C'était à quel âge, ça? Je regardais juste les panneaux pour arriver. J'avais... c'est simple parce que j'avais 22 ans. Ah oui. 23 ans, j'avais 23 ans. Parce que j'étais dans ma catégorie, il n'y avait personne. Et mes 2 premiers Ironman, j'ai fini 2e et 3e de ma catégorie. C'est vrai. Donc j'avais déjà la qualif et tout ça, quoi. Trop cool. Mais je ne savais pas ce que c'était. Mais en fait, c'est fou parce qu'il y avait personne faisait ça. Catégorie 18-24 ans, qui était là il y a 10 ans. Il y avait moins populaire. Hein. Ouais. Et justement, Marianne a débarqué pour changer ça. En fait, c'est fou, quoi. Et donc, j'ai fait ça. Et ces potes avec qui j'ai fait ce premier Ironman, c'est les mêmes avec qui j'ai fait mon dernier, là. Voilà, ils sont là tout le temps. Incroyable. C'est marrant. Et tous... Parce que là, depuis, il y en a eu en veux-tu, en voilà, des courses. J'imagine que, naturellement, cette première expérience, même si c'était... En tout cas, d'un point de vue extérieur, et comme tu as l'air de le décrire un peu à l'arrache, c'est-à-dire, j'y vais, j'ai pas de cuissard, j'ai pas de vélo, je fais mon Ironman, je regarde les panneaux. Je suppose que la nutrition, c'était un peu YOLO aussi sur l'Ironman. Ouais. Apparemment, ça s'est fait. Alors que pourtant, je conseille pas aux gens de faire ça. C'est pas du tout ce que je conseille aux gens de faire. Hein. Maintenant, je conseille aux gens de penser à l'alimentation, à s'entraîner pour pas être dégoûté non plus, pas se blesser, etc. Je sais pas, moi, ce qui m'a pris. Et je pense que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête qui a fait que ça se passe, on va dire, plutôt bien. Mais ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Je suis pas sûr que tu regrettes aujourd'hui. Non, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais... Et ça a mené à beaucoup de... C'était où, ce premier? J'ai mon premier... Alors, c'était drôle parce que notre premier, on s'était dit, on va le faire en Floride. Donc, on fait la Floride. Et en tant que bon débutant, on se dit, un mois avant, il y a Vichy, le half. Ouais. Trop bien. On s'inscrit à un half avant, un mois avant. Trop intelligent. Donc, on est les 3, un peu la team, là. Et donc, il y en a un qui s'inscrit, il dit, mais c'est cher et tout. Puis bon, c'est vrai que c'est cher. Et il s'était inscrit au full sans faire exprès. Vichy. Donc je me suis dit, on s'inscrit au full. Donc, mon premier, c'était à Vichy. Ah oui, c'était d'accord. pas prévu. Donc, on a fait tous les 3 notre full. Et un mois et demi après. On était en Floride pour vous en avez... Oui. C'était le deuxième après, un mois et demi après. Ah oui, parce que vous aviez déjà acheté la Floride. Oui. Et lui, il s'est trompé sur l'inscription. Et on était... En fait, c'est pour expliquer aux gens. Et encore une fois, c'est pas du tout ce que je conseille aux gens. Non, mais on était tellement dans le... On y va... Enfin, tellement naïf de ce que c'était. Et avec le recul, c'était débile. Et même si j'ai beaucoup appris, etc. Et ça s'est bien passé, etc. Mais c'est débile. Déjà, de faire 2 Ironman en un mois et demi, ça se fait... C'est possible. Je pense que quand l'entraînement est là, après, etc., je pense que maintenant que tu l'as expérimenté, tu comprends un peu le délire. Peut-être que tu pourrais, avec l'entraînement du premier, pendant un mois, tu récupères un peu, puis tu remets un peu de charge et tout ça, ok. Mais quand c'est ton premier, jamais de la vie. Enfin, tu vois. Et en même temps, on l'a fait. Voilà, on prenait notre temps en vélo, on faisait notre truc et tout ça. Et puis, en fait, on a fini. Moi, je me souviens qu'au marathon, on s'attendait au marathon, puis on a fait le marathon ensemble et tout. En fait, c'était une histoire, enfin, je sais pas comment dire, c'était une course, mais c'était notre délire à nous. Encore une fois, on y a donné du sens, quoi. Justement, tu dis que c'était un peu stupide de faire tout ça, mais moi, je trouve que c'est plus beau que stupide, mine de rien. Oui, parce que moi, vrai. je préfère entendre des histoires comme ça et vivre des choses comme ça, en me disant, on y est allé, et puis on a vu ce qui s'est passé, et puis ça fait des sacrés souvenirs, plutôt que, non, surtout pas, il faut surtout rien faire, ça on pourrait... Ah oui. J'ai fait des erreurs, par exemple, sur mon premier, donc à Vichy, je sors de l'eau, j'enlève ma combinaison, je pars en vélo, et je me rends compte au 60e kilomètre de vélo que j'ai plus ma puce. Et qu'en fait, elle était restée dans ma combinaison.
Voilà, et donc t'imagines le stress, le truc et tout ça. Et donc, j'ai chopé un juge et je lui ai dit. Donc après, ça a pu rattraper le truc. Et maintenant, grâce à Vichy, à chaque fois que je fais un Ironman, je sors de l'eau, je prends ma puce, je regarde ma puce, je me déshabille, j'enlève ma combi, je remets ma puce et je me dis, c'est bon. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont... Ouais. Et donc, un peu par innocence, on dira, par naïveté, peut-être un peu au début, on s'est inscrit aux courses, on a fait ça. Voilà. Et puis derrière, la preuve en est que tu n'as que appris et construit là-dessus. Exactement. Ouais. Mais justement, quelque chose... parce que là, aujourd'hui, si on résume ton palmarès, si tu résumes ton palmarès d'amateur confirmé, on dira quand même, hein, je pense que tu nous accorderas ça, surtout pas athlète, ça je n'oserais pas, mais amateur sportif confirmé, on en est où exactement là? J'ai fait pas mal de courses, enfin pas mal, ça veut tout et rien dire. J'ai fait quelques Ironman, des marathons aussi. Et puis après, moi j'aime bien faire des défis un peu pour moi, des traversées en vélo, des longues distances en vélo, un peu avec, j'allais dire bikepack, mais non, je dors un peu où je trouve dans l'hôtel des trucs un peu à l'arrache. Des traversées de la France, comme voilà, tu as fait même l'année dernière, je crois. Ouais, c'est ça. Donc j'avais fait Calais, Espagne en vélo, donc c'est 1080 km, à peu près 250 km par jour pendant 6 jours. Ça fait mal aux fesses et au mental. Je me doute. J'en ai fait un peu du vélo cette année. J'arrive à m'en présenter. J'ai fait quelques courses de natation aussi, des 25 km pour ton plus grand bonheur, tu aimerais ça. 25 km. Ouais. Ça, c'est des courses officielles, parce que c'est vrai que je ne connais pas très bien les courses. En fait, tu as de la natation... Vélo, je connais un peu, mais natation, c'est les courses. Tu as la natation au libre, ça s'appelle. Ouais. Et donc, tu pourras regarder si tu veux t'inscrire à des courses de natation. Mais tu peux avoir du 250 mètres, comme des 250 mètres en relais avec des potes, etc. 500, 5 km, 10 km, 25 km, voire plus. J'ai fait des treks en natation, des 33 km au Maroc, où tu dors un peu à chaque fois sur des étapes. Et les 25 km, je les ai faits, peut-être j'imagine qu'on en reviendra après, quand je préparais la traversée de la Manche à la nage. Du coup, c'est beaucoup, donc je me suis inscrite... en fait, pareil, pour faire ça, fallait nager beaucoup, et donc je me suis inscrite à des championnats de France de natation au libre. J'ai pris une licence de natation, je me suis inscrite. Donc je partais avec... En plus, c'était un truc open, donc il y avait des gens qui étaient là au JO à Paris qui nageaient. Donc je me souviens, le coup de sifflet part, et en 5 secondes, j'étais toute seule. Et j'étais toute seule pendant 25 km. Et en fait, les filles me prenaient des tours, mais ça nage autour de la minute aux 100 mètres, pour vous dire. Donc, ouais. Pour ceux qui réalisent, c'est très très fort une minute aux 100 mètres. Mais ça pendant 25 km. Mais j'ai appris à me servir des ravitaux, des machins, des trucs et tout ça. Et puis, comment tu veux te dire, je vais nager 25 km? Au moins, j'avais un truc avec des ravitaux. Et puis, à chaque tour, c'était des tours de 2,5 km. Je voyais un peu des gens que j'aimais. Et 2500 mètres, c'est quand même bien entre 30 et 60 minutes, quoi, suivant ton niveau. Surtout dans un lac où tu dévies un peu, donc tu fais forcément plus. Donc voilà, j'ai fait ça comme course. J'ai fait des courses comme les 24 heures du Mans vélo. J'ai fait des triathlons de 24 heures aussi. Je pense qu'il y a plein de courses que je ne connais pas. La liste est longue, mais c'est... Ouais, mais c'est plutôt des aventures et c'est du partage. Ouais. C'est vraiment génial, en fait. J'ai fait un triathlon à l'aveugle aussi. J'ai fait des compétitions de crossfit aussi. Voilà un petit peu ce que j'ai pu faire. Et ce qui est trop bien, et je suis hyper reconnaissante que mon corps m'ait suivi jusque-là et me suit encore jusque-là, sans avoir de problèmes, etc. Ouais. Et surtout d'avoir pu le partager avec mes amis, ma famille, qui sont les mêmes depuis le début et qui sont toujours là dans mes défis, dans mes challenges. Et même aussi, j'en ai pas parlé, mais des semi-marathons, j'en ai fait aussi. Ça peut être les gens peuvent dire, oui, bon, après ce qui est fait, c'est pas... Mais vraiment, ça tabasse, hein, toi qui cours maintenant un peu. Je pense que ça te fait plus peur de faire un 10 bornes qu'un semi. Ah oui, bien sûr. Parce que tu sais que le 10 bornes, tu vas t'ouvrir le crâne. Le 10 bornes, c'est le pire. Je fais jamais. 5, j'imagine. Tu sais que j'ai jamais pris de départ de 10 bornes de ma vie. En max? Mais jamais. Tout court? Non, mais jamais de fait course officielle de 10 km? Jamais. Parce que ça te tente moins la vitesse ou parce que ça te fait peur? Parce que, attention, c'est ce que je vais dire et c'est pas un jugement. Je ne vois pas l'intérêt de prendre un dossard, de me lever le matin, préparer un truc, partir pour courir 10 bornes. Alors, je pense que je suis feignante et que je veux pas me mettre dans le jus et courir. Et peut-être qu'un jour je le ferai, mais j'irai courir un peu avant, un peu après, etc. Je pense que, comme je dis, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que c'est
la vitesse sur 10 km. Bon, toi, quand on te suit un peu sur Instagram, on se doute on voit très bien que tes sorties course à pied moyenne, on n'est jamais en dessous des 10 km, on est rarement en dessous des 10 km. Donc, c'est peut-être de là que tu viens quand tu dis ça. Mais le côté perf, de faire un max temps aux 10 km, c'est pas quelque chose qui te... Alors, je dis toujours, attention, maintenant, peut-être que ça peut changer, parce qu'on peut toujours changer d'avis, etc. C'est pas le truc qui me fait kiffer, maintenant, et pour moi, c'est vachement dur. Je pense que pour moi, il faudrait du coup que je délaisse, pour progresser sur 10 bornes, que je délaisse le vélo, que je délaisse autre chose, parce que je pense que ça casse pas mal de fibres, et c'est assez, je pense que tu vas puiser fort, quoi. Alors que je pense que tu peux plus essayer de battre ton temps sur un semi, en continuant à faire des choses à côté annexes. Plus la distance est longue, plus les efforts et le résultat sur le corps est différent quand même. Tout comme le type d'entraînement, il faut aimer. Moi, je ne me suis jamais entraîné pour de la courte distance, genre 10 km max. Ça ne me donne pas très envie. Quand j'imagine les séances, ça me donne pas envie. Je ne parle même pas d'un 5 km. La distance, ça me plaît bien plus que la vitesse. Oui. Bon, après, j'ai 33 ans aussi. Peut-être que c'est pour ça. Je me dis, si j'avais commencé à 17, j'aurais peut-être été plus fougueux, comme je l'ai été pour la force quand j'avais 19 ans, tu vois. Mais ouais, justement... C'était un palmarès extrêmement long et justement, bizarrement, tu n'as pas mentionné la chose pour laquelle, ou que de façon très détournée, une des plus grosses épreuves, j'ai envie de dire objectivement ou subjectivement aux yeux des gens, que tu as faites, qui est l'enduroman. Alors, à chaque fois que Marine Leleu est demandée quelque part pour parler de son parcours, on s'arrête là-dessus. Bon, je suis obligé du coup. Bien sûr, mais avec plaisir. Je suis obligé parce que ça pète en fait quand même. Faut quand même dire ce qui est. C'est quand même un truc de fou. Il y a beaucoup de gens, je suppose, qui écoutent, qui savent pas exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette course Ouais. Donc l'enduroman, donc c'est une course, donc c'est un triathlon, mais c'est pas dans le même ordre. On commence par de la course à pied, puis il y a de la natation et du vélo. Donc c'est Arch to Arc. On part de l'Arche de Londres, de Maple Arch à Londres, et on arrive à l'Arc de Triomphe Paris. Donc c'est 150 km de Londres aux côtes anglaises, en course à pied. Voilà. Après, on traverse la Manche à la nage. Donc c'est 33 km à vol d'oiseau. Moi, j'en ai nagé 49 avec les courants. Mais tout le monde nage minimum tout le monde nage minimum à peu près 40 km. T'es obligé de faire... de zigzaguer un peu. Le plus, je crois que ça a été 70 bornes. Celui qui a fait ça, waouh, bravo. L'eau est froide, on pourra en venir, mais 13 degrés, les phoques, les méduses, voilà, tout ça, les paquebots, la police qui vient vérifier si on n'est pas des réfugiés, tout ça, mais bon, Et c'est une course officielle, donc. Exactement. Et après, donc, on arrive à Calais, sur les côtes françaises, et on va à Paris en vélo, donc c'est 290 km. Et donc oui, c'est une course officielle. Il y a un départ tous les 10 jours, de juin à octobre. Et donc, on s'inscrit 2 ans à l'avance, parce que déjà, il faut payer, c'est cher. Ouais. Et surtout qu'aussi, ils sélectionnent un petit peu. Et donc, moi, je suis la 28e personne au monde qui l'ait terminée. Je ne le dis pas pour faire genre, mais c'est pour donner un peu parce que ça fait très longtemps. Ça fait, je crois qu'en presque 30 ans, là, je crois qu'il y en a à peu près 50. En 30 ans, il y a 50 personnes qui ont fini, donc c'est pas beaucoup. Ouais, ça donne l'envergure du truc. Donc et c'est hyper agréable de pouvoir en parler aussi avec toi et peut-être des gens qui font aussi de tout ce qui est Ironman, parce que je pense que tu comprends déjà un peu plus le délire. Oui, je me rends compte. Parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens et je leur en veux pas. C'est quand tu dis, ils disent waouh, c'est fou, mais ils se rendent pas compte. Tant que t'as pas fait un peu d'endurance, etc. Et je leur en veux pas du tout. C'est juste que c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. Avec le recul, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Je pense que j'étais trop naïve et j'avais 26 ans quand j'ai pris le départ. Mais voilà. Et du coup, j'ai mis 69 heures à faire tout ça. Et donc, le temps débute à Londres et finit à Paris. Les pauses sont prises en compte. Donc, le but, c'est de faire le plus vite possible avec le moins de pauses possible, malgré tout ce qui peut t'arriver. Ouais. Et toi, tu as été la première française. Ouais. Je suis la première française de l'histoire à le terminer. Et quand je l'ai fini, j'ai eu le record du monde qui a été battu après, mais par une Française. Donc, ça va. Donc, ça va. Ouais. J'ai ma page Wikipédia, ça va. Incroyable, quand même. Ouais, c'était fou. Et pour moi, c'est une course, pareil, qui avait du sens. Et c'est surtout que quand je l'ai préparée, la préparation, pareil, tu dois pouvoir en témoigner. La préparation, ça t'apprend tellement sur toi, beaucoup plus peut-être que la course en elle-même, que l'objectif. Tout ce que tu mets en place, tout ce que tu prépares, les gens qui sont là pour toi ou non, tout ce que tu apprends sur toi-même,
Parce que la course, entre guillemets, t'es obligé de le faire quand tu y es, mais aller taper tes entraînements, t'es jamais obligé, tu vois. Enfin, c'est toi qui t'obliges. Et j'ai beaucoup appris sur ça et ça a toujours été vraiment quelque chose qui m'a... Enfin, je dis toujours que depuis que je l'ai fait, j'aime plus les gens, j'aime plus la vie et je me suis vraiment rendu compte de certaines choses. C'est une course vraiment incroyable, principalement la traversée de la Manche. Où, Bah oui, il faut quand même préciser, juste pour poser encore plus le truc, c'est que pas mal de personnes sont décédées en essayant de traverser la Manche, notamment pendant cette course, notamment la personne qui avait essayé juste avant toi, si j'ai bien compris. Donc ça pose quand même un peu le niveau de confiance / inconscience qu'il faut avoir. Mais ce qui est fou, c'est que j'avais pas peur. Et pourtant, même en grand maintenant, j'ai fait des semi-marathons cette année et tout, j'ai toujours la boule au ventre un peu le stress, tu sais, le truc de... Tu sais pas si c'est du stress ou t'as hâte. Et là, c'est la première course et je crois la seule course où j'étais pas stressée. J'étais sereine, je savais que j'allais le faire. C'est prétentieux de fou, mais... Après coup, ça l'est pas du tout. Non, pas du tout. Alors là, Après coup, ça l'est vraiment plus. Pas du tout. Mais c'est assez dingue. Et en plus, t'as pas le droit de toucher le bateau dans la Manche. Tu peux pas faire de pause. Donc, t'es nourri avec des perches. Donc, c'est des perches... J'avais travaillé avec ça sur mes 25 km donc, pour attraper. Mais c'est vrai que c'est quand même dingue. Et je l'ai déjà raconté, mais je raconte souvent que j'ai beaucoup comparé ça à la vie dans la Manche parce que tu te prends des murs d'eau, des vagues, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas. Des fois, il fait noir, des fois, il fait jour, il fait nuit. T'es toute seule et en fait, faut y aller, quoi. Donc, t'as un point de repère pour te diriger quand même ou une aide du bateau? Le bateau qui te suit. Donc, aller à peu près droit quand même? En fait, le bateau, il va tout droit pour que tu fasses 33 km. D'accord. Mais sauf que toi, tu te fais prendre par les courants. Donc, le bateau, il te suit un peu, mais il essaie de te remettre sur le Donc, l'idée, c'est quand même que tu lèves la tête de temps en temps pour voir la lumière ou le bateau pour le suivre. Déjà, moi, je respire que d'un côté. Donc, je m'étais mise du côté où je respirais pour voir le bateau. Mais c'est vrai que oui, tu essayes toujours d'aller... D'accord, quand même. Tu suis un peu. C'est la seule aide que tu as, quoi. Oui, et puis tu essaies de regarder au loin. Est-ce que je vois les côtes? Non, pas encore. J'arrive à voir les côtes? Non, pas encore. Parce que combien de temps je me retourne tu es resté derrière. dans l'eau? Derrière, je vois encore les côtes. Mince, voilà. J'ai mis 15h06 pour la Manche. 15h06. Ouais. Et tu es parti à quelle heure et tu as terminé à quelle heure? Je suis partie vers... je crois que je suis partie vers 5 ou 6h du matin. Il commençait à faire jour, c'était l'été. Quand tu as commencé à nager? Ouais, parce que je suis partie le 23 juin de Londres. Le 24 juin, j'ai commencé dans la Manche. Tu as fait une pause avant, parce que tu as quand même couru 150 bornes avant. Donc 150 km, j'avais prévu 18 heures. J'ai mis 17h56. 150 en 17 heures. C'est balèze de fou. J'ai fait 80 km sans m'arrêter. Et après, j'ai fait marche-course plus ou moins. Pour moi, j'avais découpé en 3 marathons, un peu plus de 3 marathons. Et donc, tu es parti à 5h du matin, donc tu es arrivé le soir le soleil se couchait. Ah, donc tu n'as pas nagé complètement de nuit? Non. C'était volontaire, j'imagine? Non. Ah non? Non, en fait, quand tu pars, c'est pour ça que je dis qu'il y a un départ tous les 10 jours. C'est qu'en fait, tu es à Londres, t'attends. Et c'est l'organisation de la traversée de la Manche qui te dit OK, demain, il y a une fenêtre pour la Manche. Mais la fenêtre peut être à 3h du matin, 5h ou 6h. Donc, il faut que tu saches combien de temps tu mets de run, combien de temps tu mets sur ta pause pour te caler sur ça. Et si tu pars pas dans si tu mets plus de temps de run que tu as prévu, que tu prends pas la fenêtre de nage, c'est fini. Tu peux pas prendre le départ dans la Manche. Ah ouais, de toute façon, donc il faut se connaître de fou quand même. Oui. Puis tu sais jamais ce qui peut se passer en course à pied, et c'est fou quand même. Ouais, non, mais c'est littéralement le vélo, t'es contente, et une fois que t'es au vélo, normalement, tu le termines, j'imagine. Il y a qu'une personne qui a pas terminé sur le vélo. Sur le vélo, ok. Donc ça arrive, mais c'est pas là où ça coince le plus souvent. Oui, après, il t'arrive des choses où j'ai pas pu mettre mes chaussures de vélo parce que j'avais les pieds gonflés d'œdème. Bon, tu te mets en basket, tu t'en fiches, même sur tes pédales auto, tu t'en fiches, tu y vas. Mais tu avais documenté ça en vidéo, donc il y a évidemment des vidéos de toi qui sort de l'eau, le visage boursouflé par l'eau, par le froid, parce que 13 degrés. Le sel aussi, ah oui, quelle horreur. C'est le sel qui fait gonfler. Ah ouais. Truc très impressionnant, évidemment, pour ceux qui voudraient plus d'images visuelles. Tu en as déjà parlé, et il y a des images. Et donc, pour ça, tu as préparé, du coup, pendant 2 ans, tout cela. Et juste par pure information, c'est combien le prix pour juste la course? Alors, en tout, attention, donc c'est 17 000 €, mais ça comprend tout. C'est-à-dire que c'est l'inscription, les droits pour traverser la Manche, le juge-arbitre qui te suit du début à la fin, tu le loges. Tes équipes, tu les loges, tu les nourris. La voiture, faut bien lui payer le shuttle pour traverser la Manche. Le logement à Londres, le logement à Douvres, le logement à Calais. En fait, c'est pour ça que c'est un budget tout, quoi.
Même la combinaison, correct, les hein, baskets et 17 tout 000 ça et euros, tout. ouais. Ouais. Ouais, d'accord. Mais ouais. Oui, c'est une sacrée organisation. Donc, Et en plus, je voulais. Donc tout le monde me dit, t'avais des sponsors, des machins et trucs. Non, moi je voulais pas de sponsors parce que je voulais pas cette pression de me dire, ok, plus, ils ont payé, il faut que je continue. faut que je Risque de réussisse mourir. en plus. Et c'était important pour moi de. Et comment est-ce que t'en es arrivé, si on essaie de creuser un peu en dessous de, je sais plus à quoi je pensais, comment est-ce que t'en es arrivé, parce que ça fait ça 26 ans, donc si je comprends bien, 21, 22, 23, premier Ironman, Oui. elle y va, elle a pas de vélo, elle loue son vélo, un an après, allez, un petit enduro, Ouais. allez, un petit enduro, je vais acheter une combi pour le coup, parce que quand même, comment est-ce que tu t'es inscrite après, comment est-ce que tu t'inscris? Ça, je peux le comprendre un peu, parce que tu te dis, bon, c'est dans 2 ans. En gros, tu t'engages. C'est plus facile de s'engager pour le futur que de s'engager pour maintenant. C'est bien connu. Mais est-ce que tu te souviens un peu du cheminement Ouais, c'est la même bande de potes que j'avais préparé pour leur premier marathon, mes copains de toujours. On a un groupe WhatsApp un peu comme tout le monde, je pense, des groupes de sport où tu te balances des mèmes, des machins, des trucs. Oh, regarde, le mec au Tour de France, il a tel watt, le machin. Enfin bref, tu balances toutes les infos. Et là, il y a un gars qui balance. Ah, regarde, il y a une course de malade. Ça s'appelle l'Enduroman, c'est un truc de fou. Donc nous, trop marrant et tout. Je sais pas, je reviens sur la conversation et tout, je regarde. Je vais voir sur Internet, bon. Puis je vois qu'il n'y a pas de Française, pas de femme. Coûte rien d'aller s'informer. Pourquoi pas moi, en fait? Pourquoi pas moi? Ouais. Mais alors, entre le pourquoi pas moi que beaucoup de personnes n'osent pas s'avouer ou osent s'avouer, mais sans passer à l'inscription déjà, il y a quelque chose. Donc c'est venu d'un pourquoi pas moi? En fait, j'arrive toujours pas à comprendre comment j'ai pu penser faire ça ou penser que j'étais capable de faire ça. Parce qu'en plus, à ce moment-là, même en plus, j'ai fait l'enduroman avec des chaussures, des cales de VTT. Enfin, j'étais vraiment... Et tout était comme ça, quoi. Pour le run de la course à pied, j'avais des lunettes mouches H&M. Vous pouvez la voir sur la vidéo. Les lunettes de course à pied, c'est des lunettes mouches H&M. Et les juges, ils s'étaient dit, mais c'est qui, elle? Mais ça marche, hein. Mais... je sais pas, en fait, j'arrive pas trop à me souvenir, mais j'en ai parlé un peu à Chloé, qui était ma meilleure amie, qui est toujours ma meilleure amie, et puis, je sais pas, je me suis renseignée pour l'inscription, puis quand tu commences à se mettre dans le process, puis tu vois qu'il y a des stages organisés, il y a les stages à Lanzarote, donc c'est un stage de natation à Lanzarote dans la mer, que pour les gens qui vont traverser la Manche dans l'année. Je me suis retrouvée avec des fous furieux du monde entier, des Russes, des Italiens, des Espagnols, des Marine Leleu qui venaient d'autres pays, quoi. Et donc, en fait, on avait tous ce point commun qu'on allait traverser la Manche dans l'année, sur l'enduroman ou que la Manche. Et c'était fou, quoi. Et c'est là que j'ai rencontré Steve Le Foc, du coup, qui est devenu un bon ami, et qui était le gars qui me ravitaillait sur le bateau après. Ah, c'est lui. Ouais. J'ai entendu parler de son histoire et tout. Je vais prendre son livre parce que... Et du coup, c'est lui qui m'a... du coup, on s'est liés d'amitié là-bas, avec Ludovic Chorgnon, qui a fait 42 Ironman en 42 jours. Ah ouais. Donc, j'étais que avec des fous comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, tu commences à être des gens comme ça. Mais ce qui est fou, j'ai envie de dire, c'est qu'eux, ils débarquaient avec peut-être un peu plus de background de folie que toi à ce moment-là, non? Je sais pas, moi, je donnais mes cours de fitness. C'est bien aussi, non, c'est dangereux aussi. Je donnais mes cours de step, voilà. Ouais. Ah oui, tu peux. Mais en fait, c'est vrai que c'est fou, tu me poses la question, et c'est marrant parce que je me suis jamais vraiment posé la question comment j'en suis venue à vouloir faire ça, quoi. Quelque chose qui m'a frappé, que tu as déjà dit une autre fois dans un autre contenu que j'ai entendu. Tu as dit quelque chose du genre, parce que l'enduroman, truc de ouf, mais le truc le plus de ouf là-dedans, c'est quand même de traverser la Manche à la nage, dans ces conditions-là où tu peux pas t'arrêter, tu peux pas marcher, tu peux pas faire une pause, tu peux pas toucher le bateau, et tu peux mourir bien plus facilement qu'ailleurs. Tu as dit, je crois que c'était avant de commencer la nage, tu as dit quelque chose, je crois, du genre, pour la première fois de ma vie, je crois en moi, avant de le faire. Ouais, en fait, c'est ce que je disais, j'étais pas stressée avant de prendre le départ et avant de partir. Je savais que j'allais réussir, et c'était la première fois de ma vie que je savais que j'allais réussir, et que j'allais pas... je croyais en moi, quoi. Et j'avais vraiment ce truc de... Et je sais que c'est prétentieux ou pas, mais tu sais, des fois, quand tu fais quelque chose dans le sport ou dans la vie,
t'as option A, j'y arrive, option B, j'y arrive pas, ou j'essaye de ça, il peut se passer ça, il peut se passer ça. Et moi, dans ma tête, j'avais que ce chemin de je vais réussir. Pour moi, je me posais pas la question de pas réussir ou pas. Je sais pas, je m'étais mis dans ma tête... tu sais, on parle beaucoup de prépa mentale ou autre, et j'en ai jamais fait, et peut-être que j'aurais dû, je sais pas, mais moi, à chaque fois, quand je m'imagine des cours, je m'imagine tous les scénarios possibles, et c'est important pour savoir comment tu vas réagir sur un Ironman. Alors, si je crève à vélo, si j'ai pas assez de nutrition, si machin, si en course à pied, machin et tout ça. Et là, je m'étais imaginé que réussir. Je m'étais pas imaginé si je mourais, je m'étais pas imaginé si j'abandonnais, si le juge m'oblige d'abandonner, parce que si le juge te dit t'abandonnes, tu peux pas dire non, je continue. Bien sûr. Je m'étais pas imaginé, je m'étais que imaginé réussir. Je m'étais que mis ça en tête. Pendant les 2 ans qui ont suivi l'inscription et la course. Tous les matins, je me réveille, je savais que j'allais réussir. Et c'est prétentieux de fou, et j'arrive pas. Moi, quelqu'un qui dit ça, je dis mais tu te prends pour qui? Mais je sais pas pourquoi. Bah, c'est marrant parce que moi, avant que je commence quand je terminais mes études et que je savais pas trop ce que j'allais faire après, et il y a YouTube qui a débarqué, et bien en fait, avant que je commence cette aventure, j'ai même des vidéos de moi, parce que je m'étais même filmé tellement j'étais sûr que j'allais réussir. Tu vois. J'étais sûr qu'il y avait une seule issue possible, c'est je fais ça, et en fait, la seule issue, c'est que ça marche. Et même j'ai des vidéos en mode, je sais que ça a marché. Et bien, évidemment, le biais du survivant étant ce qu'il est, bon, on entend peut-être plus souvent parler de ceux qui ont dit ça et qui ont réussi, mais moi, j'aime croire que ça soit un effet placebo, que ça soit quoi que ce soit, eh ben, ça aide quand même à ne même pas réaliser peut-être l'autre possibilité ou les autres possibilités. En fait, je crois que indirectement, et il peut se passer beaucoup de choses avec tout ça, mais que ce soit pour ça ou même ce que tu viens de raconter aussi, c'est que quand tu te projettes et tu te vois réussir, inconsciemment, tu fais des choses pour réussir. Mais c'est même inconscient, ça va au-delà de je mets en place des choses, ok, je veux faire ça. C'est inconscient. C'est comme, je sais pas, si tu pars pour un fractionné et que tu dis oh, ça va être dur, allez, j'y vais quand même. Oui, c'est dur, mais si tu dis ok, ça va être dur, mais je vais le faire, je vais me faire le plus vite. Enfin, voilà, il y a des nuances à apporter, etc. Mais je pense que inconsciemment, puis même tu développes des hormones, des trucs que tu réussis. Moi, des fois, quand je suis pas bien, j'imagine que je gagne au loto et j'imagine tout ce que je ferai avec. Et du coup, ça me fait produire des endorphines de bonheur. Et je dis pas que ça va m'aider à gagner au loto, mais du coup, ça me... Après, je suis plus active, plus machin, plus... Oh, trop bien, allez, on y va, quoi. Je sais pas comment dire, Non, c'est sûr qu'il y a quelque chose, justement... alors moi, je m'y connais pas très bien, mais quand on parle de loi de l'attraction ou d'affirmation positive... c'est pas le fait d'affirmer ou d'espérer que tu vas attirer le bonheur qui va peut-être directement le faire, mais comme tu le dis, inconsciemment, c'est possible que ça change ton comportement, ou voire même ce que tu renvoies, voire même ce que tu produis à l'intérieur de toi, parce qu'on comprend quand même pas... on est loin de comprendre comment fonctionne le cerveau entièrement. Ouais. Donc, des fois, je me dis, autant mettre toutes les chances de mon côté, même si il doit quand même y avoir un facteur peut-être de personnalité ou de quelque chose, de choses qui te sont arrivées dans ta vie qui font que tu es capable de te dire la seule issue est celle qui va fonctionner. Oui, et puis après, attention, je veux pas non plus envoyer du rêve aux gens et leur montrer que tout est facile. Tout n'est pas facile. Moi, il y a des moments, je me réveille, j'ai pas envie d'aller courir même 5 km. Des moments, je me réveille, c'est dur. Je pleure, je me dis que j'arriverai jamais, que je me trouve nulle. Et je veux pas... Attention, alors il y a l'image sur les réseaux sociaux qu'on donne, etc. J'aime pas trop faire la pleureuse et montrer quand ça va pas trop. Peut-être que j'en parle après, quand c'est passé, etc. Mais on est dans un monde où on a du mal à montrer l'échec. Peut-être de plus en plus, on parle de ce qu'on n'a pas réussi et choses, mais vraiment, je suis passée par des phases très dures. Même sur l'entraînement de l'enduroman, tous mes entraînements, c'était pas facile. Quand une fois, je suis partie en me disant, aujourd'hui, je vais courir 50 km, que j'essayais, j'arrivais pas. Tous les 30 km sur un tapis face à un mur sans musique que j'ai fait, je peux te dire que... en fait, il y a de dire oui, je vais y arriver, mais il faut faire aussi les choses, quoi. Et que ce soit ça ou même autre chose, des petites choses, des trucs. Allez, aujourd'hui, je crée du contenu, j'ai des coachings, je fais une vidéo, tout ça, et en fait, j'annule toute ma journée parce que ça va pas. Ça arrive encore, en fait. Et je suis humaine. Et voilà, je partage le positif, mais je dis pas que je partage pas le négatif, mais il faut pas penser que... Tu le partages raisonnablement. Voilà. Ouais. Même si, évidemment, c'est un petit peu bizarre... de sortir le téléphone et de faire une story quand ça va très mal. Exactement. C'est plus facile quand tout va bien.
À tous les niveaux. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'enduroman. Tu l'as mentionné. Non, c'est peut-être en off avant qu'on commence à enregistrer, où tu as parlé de ta confiance en toi, qui n'est pas, de ton propre point de vue, ton point fort, sauf erreur. Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre ce sentiment qui, je ne sais pas d'où il date, mais tu me parles de choses là que j'ai retenues depuis le début, que je ne savais même pas nécessairement. Alors oui, tes troubles du comportement alimentaire, ça j'en avais entendu parler. L'histoire de ton école où tu as été déscolarisé ou quoi, où tu étais entre guillemets nul à l'école comme tu l'as dit. Il y a l'anorexie, il y a l'école, c'est difficile. Il y a sûrement d'autres pressions dans la vie, d'autres aventures qui forgent, mais qui peuvent aussi, par définition, quand tu es forgé, c'est qu'on t'a d'abord tapé dessus pour te modeler un peu. Et ensuite, il faut espérer que tu arrives à durcir et pas juste que tu te brises sous les coups de marteau. Est-ce que toutes ces aventures t'ont forgé? J'en suis convaincu, mais est-ce que tu penses qu'il y a eu une motivation de te prouver quelque chose à toi, à quelqu'un d'autre, dans toutes ces aventures sportives faramineuses, voire même sans réaliser dans quoi tu t'engageais? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui vient de là, ou c'était... Je pense que ta question est très intéressante, mais je pense que c'est, dans un premier temps, la découverte de moi-même, parce que je pense que quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu ne crois pas en toi, etc., c'est pareil, te poser la question, pourquoi tu n'as pas confiance en toi? Pourquoi tu te trouves nul? Et si tu es nul, vas-y, montre-le que tu es nul. Et donc, si teste des choses, et si tu n'y arrives pas, ok, tu seras nul. Et encore une fois, on n'est jamais nul. De tester les choses, on n'est jamais nul. Mais je pense que oui, le sport, ça m'a aidé à trouver... En fait, la case de sport, ça m'a aidé à trouver un truc où je me débrouillais un petit peu, où ça allait à peu près, où en fait, je réussissais des choses. Et moi, dans la vie, je me suis dit, j'ai jamais réussi à l'école, jamais réussi... je compare beaucoup par rapport à mon frère et ma sœur, et j'ai jamais été comparée par mon frère et ma sœur, mais ils ont toujours fait des études, des machins, des choses comme ça. Je me suis toujours mal sentie dans mon corps, dans ma peau, j'ai jamais aimé mon corps, mon aspect, et même encore aujourd'hui, je sais quand même que j'ai un physique plutôt athlétique, mais j'aime pas mon corps, j'aime pas comment je suis, etc. C'est encore autre chose, ça. J'ai toujours du mal. Mais je pense que le sport, c'était OK, ça, si tu mets du travail, si tu mets de la volonté, si tu mets un petit peu du temps, etc., tu y arrives plus ou moins. Donc, des fois plus, des fois moins, mais voilà. Et donc, ça m'a aidé à avoir plus confiance en moi en me disant OK, là, tu arrives à faire quelque chose. OK, là, tu as encore réussi à faire quelque chose. Des choses... je suis pas dans la surenchère parce qu'une fois que tu as fait l'enduroman, je sais pas ce que tu peux faire d'autre, mais j'ai continué à faire des courses différentes, plus courtes, plus différentes, etc. Mais je pense aussi que oui, ça m'a aidé sur ça. Et moi, il y a plein d'aspects de ma vie où j'ai pas confiance en moi, énormément encore. Et je pense que le sport, ça m'aide aussi à découvrir et à apprendre qui je suis vraiment. Et je pense que tu as dû l'expérimenter cette année, surtout cette année. Après, je connais pas toute ta vie, mais je pense que des moments où tu te retrouves seule sur ton vélo pendant 5 heures, tu vas courir pendant 2 heures, même sur ton home trainer, tu te poses des questions, tu vas chercher au fond de toi. Home trainer, peut-être moins, parce que tu as peut-être la musique, des machins, des trucs et tout ça, mais sur vélo, même si tu as de la musique ou des podcasts, tu réfléchis forcément, tu es obligé de réfléchir sur toi-même. Et ça m'a beaucoup appris sur moi-même, qui j'étais, qui je voulais être, qui je suis pour les gens. Et je pense que tout ça, ça m'aide énormément. Donc, je pense que c'est aussi un peu pour ça que je fais ça. Et puis, du coup, je le partage aussi parce que j'ai envie de dire aux gens, je dis pas qu'en faisant du sport, ils vont apprendre qui ils sont, mais un peu quand même. Oui, moi, je pense que je serais parmi de la team de ceux qui encouragent à faire du sport pour apprendre à se connaître, parmi, évidemment, d'autres choses bien sûr, qui t'aident à te connaître toi, que ce soit les autres ou le voyage ou n'importe quelle activité. En fait, le sport, ça te fait ressentir des choses. Moi, je dis toujours, quand tu fais du sport, tu sens ton cœur qui bat. Ok, t'es en vie, t'as mal aux muscles. Ok, je suis en vie, je suis là, quoi, tu vois. Tu t'entends respirer, souffler. Ok, tu vois, tu prends conscience de ton corps. Et dans la vie, on n'a pas forcément conscience de son corps. Et je trouve que pour moi, c'est la plus belle chose que tu peux, c'est prendre conscience de ton corps. Il est là, t'es avec lui, et vous faites qu'un, quoi. Puis tu fais des trucs trop cool. Ah, je suis d'accord. Ouais. Tu as mentionné que tu n'aimais pas ton corps ou que tu ne l'aimes toujours pas vraiment aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, de femmes peut-être plus, je ne sais pas. Les femmes sont quand même plus souvent pointées du doigt pour leur physique, là où les hommes, c'est peut-être d'autres choses.
Est-ce que tu as quelque chose qui peut-être toi t'a aidé, que tu aurais envie de partager aux personnes qui s'apparenteraient à cette pensée qu'elles ont vis-à-vis de leur corps, qui toi t'a aidé dans ton parcours? Et si tu je me doute que tu cherches encore les réponses, c'est ce que tu as dit, mais si tu as creusé un petit quelque chose. Déjà, je dirais aussi que ça peut paraître très paradoxal parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire oui, elle aime pas son corps, mais elle poste des photos d'elle et des vidéos d'elle tous les jours. Donc voilà, mais ça peut aussi, tu peux ne pas aimer ton corps. Et je sais pas si toi, c'est peut-être des fois un petit peu ça ou pas ou autre. On a tous nos... Voilà, c'est ça. Moi, j'ai eu un très gros complexe pendant très longtemps et ça n'a pas été facile de m'en sortir. Après, c'est vrai que je pense le conseil que je donnerais aux gens, c'est d'être plus gentil avec soi-même, de ne pas se comparer aux autres. Alors, c'est un peu bateau ce que je vais dire, etc. Mais on se compare tous aux autres. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est pas facile. Et je suis pas la meilleure placée pour en parler, etc. Mais en fait, si je dirais aux gens que si vous enviez quelque chose chez quelqu'un, il faut prendre tout le package. Tu peux pas dire, OK, j'adore son corps. OK, t'aimes son corps, mais c'est quoi son métier? C'est quoi sa situation professionnelle? Sa situation amicale? Où elle vit? Son but? Enfin, tu vois? Et en fait, on est toujours à se dire, elle court en tel temps, lui, il fait ça, lui, il a telle maison, il gagne tant d'argent. OK, mais il gagne tant d'argent, mais peut-être malheureux. Prends toute sa vie. Toujours, c'est vraiment un exercice que je dis toujours aux gens. Quand quelqu'un me dit « Ah, j'adore ce qu'elle fait, j'aimerais trop faire ça. » OK, mais tu prends toute sa vie. Et ça, c'est un truc qu'il faut toujours se dire. Et si tu as du mal à t'accepter et tu as du mal avec ton corps, essaie de changer les choses, si tu peux les changer. Des fois, on ne peut pas les changer. Des fois, ça met du temps, ça met des moyens, etc. Et tout. Ou alors, essaie de comprendre pourquoi j'aime pas ça, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et s'accepter aussi, et essayer d'être plus gentil avec soi-même. Je trouve que c'est compliqué et c'est dur de faire la guerre à son corps. On va le traîner toute sa vie, notre corps. Donc, si on peut être gentil avec lui, ce serait peut-être mieux, quoi. Et je sais que c'est pas facile à entendre. Et moi, c'est pareil. Moi, quelqu'un me dit ça, j'ai envie de lui dire, c'est bon, ça me saoule. Et je dirais aux gens qui ont du mal avec leur corps et qui sont pas à l'aise dans leur corps, va demander à quelqu'un dans la rue s'il s'aime totalement. S'il n'a pas un complexe ou quelque chose. J'aime beaucoup cet exercice que j'ai pratiqué énormément et toujours, encore plus depuis que je fais ce que je fais donc, ces dernières années, du fait de prendre la vie globale de quelqu'un. Vraiment l'intégralité de cette personne. Comparaisons unidimensionnelles sont pas intéressantes, pas représentatives, possiblement trompeuses. Par rapport à l'envie ou l'envie ou même l'admiration que tu peux avoir pour une facette. Alors évidemment, on peut émuler, apprendre d'une partie d'une personne sans avoir besoin de tout faire comme elle, heureusement. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Et souvent, ça remet une belle petite perspective. En plus, à partir du principe où moi, je pars du principe, bon, ok, je prends toute la personne. Il y a tellement de choses que je ne pourrais jamais savoir. Comment elle se parle à elle-même dans sa tête, que je ne peux même pas comparer, en fait. Exactement. Du coup, vu que ce qui est comparable, ce qui doit être comparé n'est pas accessible, visible, tu ne sauras jamais ce qui se passe dans son lit, dans sa tête, dans son couple, dans son machin. Que tout ce que tu as comme information, encore plus à l'ère d'aujourd'hui, c'est ce que cette personne choisit délibérément de partager. Exactement, de partager, de montrer. Et donc, on se contente de ça. C'est très bien, hein, les gens qui décident de partager que du sport, que du truc, que des conseils pour devenir super blindé. Bon, prends ce qu'il y a à apprendre, et puis le reste, chacun sa vie, chacun son chemin. Ouais. C'est déjà assez compliqué. On a tous nos relations et le temps et l'expérience et les discussions et tout ça, à mon sens, aide à travailler sur soi. Oui. Il ne faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de se faire aider ou d'en parler. Même avec ses amis, sa famille. Des fois, on garde beaucoup de choses au fond de soi. Mais c'est très dur de s'ouvrir aussi. Et c'est très dur, oui. Moi, je n'ai jamais osé parler des choses qui me complexaient le plus à qui que ce soit. Ouais. Malgré tous les conseils que j'aurais pu entendre. Mais parle-toi à ta mère, tu vas voir. Ça va être génial comme discussion. Oui, mais là, pour les mamans, on est toujours incroyable, on est toujours parfait. Et voilà. Et justement, et du coup, on se dit, même quand elle nous dit, je t'aime comme tu es, c'est cool, mais ça résout pas mon problème, ma relation avec les autres et avec moi-même. Ouais. Donc, c'est global. Et moi, c'était finalement à un pote en échange en Australie qui connaissait pas le reste de ma vie que ça avait été plus facile d'en parler au début, quoi. Et ensuite, ça a ouvert un peu le tabou. Le tabou en fait, je le cache constamment.
à moi-même ou même aux autres. Et en fait, à un moment donné, dès que c'est ouvert, dès que c'est plus un secret, entre guillemets, enfin, ça dépend de quoi on parle, tu vois, ça devient normal. Une fois que c'est normal, bon, bah, même pas la peine d'en parler. Exactement. C'est normal, on ne va pas pointer du doigt quelque chose qui est normal, en fait. Donc, c'est amusant. Et quelque chose que j'ai remarqué chez toi depuis que je te connais, digitalement en tout cas, c'est que justement, tu as, je trouve, cette polarité et ce qui me semble être un équilibre entre, on dira, la hargne, le dépassement de soi, le fait d'être capable, sûrement, de se mettre un petit pied aux fesses quand il faut aller faire quelque chose qu'on n'a peut-être pas envie, mais qu'on sent qu'il serait mieux, et la douceur, envers soi-même notamment, de se dire non, je peux être indulgente avec moi-même. Tu vois, si on parle de yin et de yang et de dualité masculin-féminin, j'ai l'impression que Marine, elle est quand même... elle a l'air très équilibrée à ce niveau-là. Elle a l'air. Elle a l'air... Bon... Mais oui. Enfin, on s'entend, tu vois ce que je veux dire. Je crois ce que tu veux dire, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, est-ce que ça, ça a été... c'est toujours un peu comme ça, tu l'as travaillé, d'où est-ce que tu viens du côté de ce spectre avant peut-être d'avoir je pense que, d'ailleurs, très intéressant comme question, mais je crois que je viens plutôt de comme tu dis, un peu la douceur. Enfin, moi, je sais que ma mère m'a toujours dit que j'ai jamais trop pleuré quand j'étais petite, j'ai jamais trop parlé, j'étais jamais à faire du bruit, j'étais toujours dans mon coin à pas trop dire les choses, comme si je voulais pas déranger, voilà. Et je pense que un peu cette hargne est arrivée un peu avec la vie, le sport, le dépassement, ce truc de ok, j'ai un objectif. Bah, si t'es douce et que tu dis pas grand chose, bon, pour traverser la Manche, faut un peu y aller, quoi. Enfin, faut un peu se dépasser, quoi, sur différentes choses, voilà. Et je pense aussi que c'est bateau, mais les épreuves de la vie que j'ai vécues, comme tu dis, bah, me suis fait taper dessus, bah, j'ai développé un bouclier et une arme. Et maintenant aussi, c'est le sport qui m'a appris à me connaître maintenant. C'est que maintenant, je sais que j'ai développé, je pense, avec le sport, cette facette de... Ok, bah en fait, moi, je me fais pas marcher sur les pieds sur différentes choses. Moi, j'ai mon caractère. On va pas pleurer ou être triste pour un truc qu'on peut pas faire. On avance. Ok, ça, je peux faire quelque chose pour lutter. Très bien, j'y vais. Ça, je peux rien faire. Bon, bah, on fait autre chose, on avance. C'est toujours, je pense que le sport m'a beaucoup aidée. Je reviens beaucoup sur ça. Mais moi, vraiment, c'est un peu l'école de la vie, de tout ce que j'ai vécu, etc., sur le développer mon caractère. Après, il y a différentes choses que j'ai vécues aussi, autres que le sport, des épreuves de la vie qui m'ont aussi permis de développer quelque chose, apprendre. Comme on dit, bah, sur le moment, c'est horrible, on est au fond du trou, on est déprimé, mais les choses n'arrivent pas par hasard et te font développer des facettes de toi, une force intérieure et on va dire, en fait, des envies différentes de voir la vie, de faire les choses. Donc, je pense que oui, j'ai vraiment cette dualité de... je peux être, enfin, tu vois, un peu douce, positive, solaire, etc. Et d'un côté, ce truc un peu motivé, déterminé, vraiment avec beaucoup d'abnégation, quoi. Mais je pense que ça fait partie de moi un peu les deux. Et c'est un peu mon équilibre. Mais après, il faut que je fasse attention. Là où j'ai du mal encore, c'est que moi, je suis un peu tout ou rien. Je suis balance déjà, mais je sais pas si c'est un rapport. Mais ouais, c'est un... Ok, j'y vais à fond dans un truc, un projet, où je fais pas. Non, moi, c'est pareil. Ouais. Moi, franchement, je mets tellement d'intention, d'envie, de volonté, de trucs quand je fais quelque chose que je me dévoue corps et âme pour le faire. Et c'est la même chose pour les relations, amicales, amoureuses ou famille. J'y vais à fond. Et ben, en fait, sinon, bah, j'y vais pas. Et donc, du coup, quand ça se passe pas bien, c'est compliqué parce que j'ai développé un truc, j'y vais, je donne tout, je suis à fond, etc. Et donc là, j'ai aussi un peu appris à jauger un peu parce que, attention, mais sur plein de choses, ou même sur des projets de boulot. Ok, j'y vais à fond, et si ça marche pas, bah... Après, encore une fois, si tu vas pas à fond et tu crois pas, c'est pas comme ça que tu vas réussir les choses. Mais du coup, des fois, tu te prends des coups de bâton et c'est compliqué d'avancer quand... En fait, moi, je prends souvent cet exemple-là. J'ai l'impression des fois d'être sur un bateau, de ramer, avec les gens qui sont devant avec leurs rames. Et moi, en fait, je me rends compte que c'est des bouts de bois avec quoi je rame. Donc, en fait, j'arrive pas à avancer. Et les gens, ils sont là, oui, Marine, elle avance pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi, je rame. Et j'avance pas. Et ils me critiquent. Et en fait, ils savent pas. Et après, du coup, ils me laissent tomber. Ou sinon, ce truc de je mets les gens dans le train. J'ai l'impression qu'il y a le train qui arrive en gare. Vite, il va partir. J'aide la personne à monter, je la mets dans le train, je mets ses valises et tout ça. Et le train, il part sans moi.
c'est usant. T'as des rêves comme ça? Non, mais ça a pu m'arriver, mais j'ai vraiment cette impression des fois un peu aussi maintenant avec la notoriété, ou tu vois ce que je veux dire, un peu le truc de je veux aider les gens, je trouve ça cool, je les mets en avant, je truc et tout ça et tout. Et en fait, après, ils partent et ils me laissent. Bon voyage. Voilà, j'attends le prochain train. Bon, il n'y en a plus. Et tu vois, et c'est pas grave, y a plus grave dans la vie, mais maintenant, je fais vachement gaffe à beaucoup de choses et à l'implication que je mets, que ce soit dans des relations ou dans des choses, même si des fois, c'est plus fort que moi et même si ça fait partie de moi et moi, je suis entière. Et je suis vraiment je suis entière dans ce que je fais, quoi. Donc, si je comprends bien, c'était plus le côté dépassement, hargne, on dira, que tu as eu à cultiver ou que tu as exactement. été forcé de cultiver en réponse à ce qui t'est arrivé. Oui, et puis c'est surtout que j'arrive pas à dire les choses. C'est marrant, j'ai quelqu'un de proche de moi qui m'a dit récemment un peu ça, qui m'a dit, mais il faut que tu oses dire les choses. Je sais pas, par exemple, tu vas à la boulangerie, tu demandes une baguette. Si on te donne une baguette, elle n'est pas très cuite, et tu préfères quand elle est vraiment cuite, moi, je vais rien dire. Je vais dire merci, je vais payer. Alors que je peux lui dire, ah non, je peux avoir celle-là à côté, ça va rien changer à la boulangère. Mais toi, tu vas avoir une baguette que t'aimes. Et moi, j'ose pas faire ça. Ça, ça fait partie des grands traits de caractère qui sont psychologiquement étudiés chez les gens. C'est leur degré d'agréabilité, entre guillemets, les people pleasers, de la partie desquels tu as l'air de faire partie, et moi aussi, parce que moi, c'est aussi quelque chose avec lequel j'ai plus de mal, c'est d'être désagréable. C'est une traduction littérale en anglais, mais le fait d'être capable d'être en désaccord avec quelqu'un, c'est-à-dire, non, en fait, j'aimerais bien la baguette qui est pas noire sous le dessous, même si vous me l'avez tendue, parce qu'il en reste plus que 2 et que vous avez envie que la jolie reste en vitrine. Bon, écoutez, je veux une baguette, je veux celle-là. Et ça, c'est dur pour beaucoup de personnes, là où c'est plus facile pour d'autres. Exactement. Et dans la société dans laquelle on a l'air de vivre, certaines choses, peut-être même notamment le domaine professionnel, peut être plus facile pour des personnes qui sont plus assertives et qui, naturellement, ou qui le travaillent, justement, comme tu as l'air de le faire aussi, parce que il faut quand même défendre son bout de pain, littéralement, des fois. Oui. Et il y en a qui ont plus de facilité que d'autres à ça. Et je sais que, par exemple, avec ma copine, elle a aussi plus de mal à être assertive. Et du coup, je lui fais des blagues aussi. Je lui dis, non, là, au téléphone, tu te bats un peu plus. Défends ton bout de pain un petit peu. Oui. Et évidemment, moi, j'ai plus de difficultés sur d'autres choses. Là où elle, on est complémentaires, c'est génial. Ça permet d'essayer d'atteindre aussi une espèce d'équilibre interne que tu peux rétablir, parce que ces tests de psychologie ne sont pas définis. C'est plutôt à l'instant T. Voilà, exactement. tu as différents trucs comme est-ce que tu es ouvert aux nouvelles expériences ou pas, est-ce que tu es, entre guillemets, stable émotionnellement ou pas, névrosé ou pas. Il y en a encore d'autres que je trouve très intéressants. Mais tu vois, c'est vrai que c'est des choses que je trouve trop intéressantes, et ça permet de découvrir les gens, découvrir toi-même aussi, et d'en apprendre un peu plus. Et moi, c'est pour ça que oui, je peux paraître sûre de moi. On peut se dire, Marine, elle réussit tout, elle fait ses trucs, machin et tout. Mais j'ai encore beaucoup, des fois, des crises d'angoisse sur qui je suis, ce que je fais. Je me pose des questions sur moi. Je pense que d'un côté, c'est sain que de ne pas se poser la question comment on va vraiment et tout. Et je pense que des fois, je peux me faire trop embarquer dans ça. Le sport m'aide à m'apaiser un peu, mais je suis pas encore... je crois qu'on a encore un peu de 10 000 dans ma tête. Je suis un peu qui je suis. Et tu as envie de libérer un peu J'ai envie d'essayer, tu vois, d'être d'apprendre. moins dans ta tête. Pas forcément d'être moins, mais mais je pense que ça, c'est pareil. Moi, on est beaucoup pour des projets. Ah, je vais faire ça, puis après, je vais créer ça, puis ce groupe-là, puis ça, puis ça. Des fois, arrête de réfléchir, stop. Tes projets, c'est bon, t'en as déjà et tout. Surtout pour le pro. Ah, déjà beaucoup. Oh là là. Mais c'est vrai que je trouve ça trop intéressant, et des fois, ça fait peur d'essayer de se découvrir. Et en fait, c'est trop bien d'essayer des choses, quoi. C'est une des choses les plus effrayantes du monde, que d'être face à soi-même. Il suffit de regarder le symptôme de la société récente, qui est de ne surtout pas être seul avec soi-même. Parce qu'à tout moment, j'ai 10 minutes à attendre à la boulangerie. Je vais sortir mon téléphone. Il ne faudrait surtout pas que je puisse, que je puisse me retrouver face à mes pensées. Ah non, attends, c'est trop effrayant. Tu rentres chez toi, tu allumes la télé ou la radio ou podcast ou machin. Il faut qu'il y ait un bruit de fond, il faut qu'il y ait une distraction, il faut qu'il y ait
des gens autour, parce que chacun sa distraction. Il y en a, c'est la technologie, il y en a, c'est je suis tout seul, vite, je vais lire un livre qui me parle d'une histoire fantastique et tout. Et pourtant, justement, c'est là aussi, on en revient un peu à ce que tu as dit avant. Des fois, tu es sur ton vélo, tu n'as rien pris, tu n'as pas pris ta musique, tu as 5 heures de vélo à faire. Ouais. Puis moi, je mets pas de musique sur le vélo. Non. Merde, je vais être obligé de me parler, en fait. Je vais être obligé de réfléchir. Je vais être obligé de réfléchir à moi. À ma vie, à qui je suis. Ah, mais c'est terrible. Ouais. Et pourtant, c'est justement, après ça c'est un peu cliché, mais c'est certaines de ces choses qui font peur et qui sont intimidantes qui recèlent et qui cachent de la plus grande valeur. Ouais, c'est sûr. Hein. Et pourtant, c'est dur, ça fait peur. Ouais. Mais moi, je recommande justement d'essayer de trouver, que ce soit sur un vélo, que ce soit en discutant avec quelqu'un, parce que des fois tu parles à quelqu'un, il te renvoie la balle comme il faut sur... on parle de soi et il y a plein de façons d'apprendre à se connaître, mais généralement, ça implique de réfléchir un peu tout seul des fois. Ouais. Et justement, quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui aussi explique un peu et qui a dû sacrément forger Marine Leleu, c'est qu'elle a fait un enduroman, donc cette épreuve extraordinaire physiquement, qu'on pourrait nommer comme étant le sommet de la capacité physique. Et puis, 10 jours après, c'est ça, quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé 10 jours après? 10 jours après, j'ai eu un petit accident, un petit gros accident. Non, 10 jours après, je me suis fait percuter du coup en vélo par un camion qui a grillé un feu rouge. Et j'ai eu un sacré accident et du coup, j'ai été hospitalisée, j'ai fait du coma, j'ai eu des greffes au niveau de la jambe, des épaules. Et après, je suis restée pas mal de temps à l'hôpital. J'ai dû après aller en centre de rééducation. J'ai dû réapprendre à marcher, à courir, tout ça. Ça a pris combien de temps tout ça? En tout, presque un an. Enfin, sans vraiment, ouais. Et ce que je dis toujours, c'est que ça a été vachement dur parce que tu passes de 2 ans à te préparer, tout ça, à faire l'enduroman, donc faire des sacrés entraînements. Le plus gros enchaînement que j'ai fait, c'était 110 bornes à pied, enchaîné par 25 en piscine. Voilà, c'était juste pour entraînement. 110 bornes à pied plus 25 km en piscine. Le lendemain. Ça, merde. Il fallait bien simuler. Non, mais ça, j'imagine bien. Tu sais, c'était la sortie longue, c'était le week-end choc. Tu sais. La petite sortie longue, ouais. Voilà. Tester les ravitaux, tu sais. Ouais, voilà. classique. La classique, voilà. Quelle idée. Et donc, bref, tu passes sur des entraînements, tu fais ça, tu fais l'enduroman. Physiquement, je te parle même pas de dépassement que c'est, etc. Émotionnellement, mentalement, et même sur tout ce qui est la couverture média, tout ce qui était mis en avant. Oui, en plus. Tu fais des télés, tu es sur BFM, le journal le midi, le lendemain, enfin tout. Je suis arrivée même à l'Arc de Triomphe, il y avait des télés, des machins, des trucs et tout. Enfin, incroyable, alors que j'ai du mal à me souvenir de ça parce que c'est pas un truc que je voulais ou autre, je n'avais jamais trop parlé et tout. Et bref, en plus, j'étais un peu à côté de la plaque quand je suis arrivée, mais bref. Et donc, il se passe tout ça, t'es au top, voire encore plus au top. J'ai reçu plus de messages pour l'enduroman que des fois pour mon anniversaire, des gens qui, depuis des années, avaient découvert ça et tout. Et 10 jours après, je me retrouve dans mon lit d'hôpital et je peux même pas me lever faire pipi, quoi. Et je peux plus marcher, je peux plus rien faire. Donc déjà, je te laisse imaginer nerveusement mon corps, il passe d'un entraînement intense à faire beaucoup de choses, à même pas se lever, marcher, faire même pas un pas par jour. Donc t'imagines déjà le nerveux, comment il est... c'est incroyable, quoi. Mentalement, ça m'a... Je dis toujours que sur le moment même, je me suis pas rendu compte. Je pense que j'avais ce truc de résilience, de force, de... Je peux rien faire. Là, ma force, ça va être de récupérer. Ça va aller. On m'a dit que je vais mettre du temps, mais je vais aller plus vite, etc. Un peu la résilience. Et avec le recul, plusieurs mois plus tard, voire années après, je me rends compte que j'étais en profonde dépression pendant l'hôpital, mais que je me le cachais. Et c'est vraiment après que je me suis rendu compte que j'étais vraiment déprimée. Mais je crois que je me faisais croire à moi-même que ça allait et que ça allait aller. Et peut-être que ça m'a aidée dans le process de ça va aller, tu vas réapprendre à marcher. Ça passe d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et en fait, je pense que peut-être si j'avais plus vécu ce deuil-là, cette tristesse-là, ou cette désespérance-là, je ne sais pas si ça aurait changé, ça aurait été plus vite, si j'aurais pas eu encore des traumas maintenant, si j'aurais pas eu encore des moments de vide maintenant et des moments où ça me touche encore beaucoup, tu vois. Ça, c'est vraiment un truc... Surtout que t'es marqué à vie. Hein. Ouais, et puis même encore maintenant, dès que j'ai une blessure, dès que j'ai un truc, ça me rappelle ça. Les hôpitaux, c'est toujours un peu border maintenant. Et c'est vrai que, ouais, moi, c'est un truc, ça m'a autant ruiné que forgé
que fait descendre au plus bas que m'aider à pousser sur le fond pour rebondir, quoi, je pense. Et tu penses que toutes ces aventures t'ont aidé avec... Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que dans le fond, on peut se dire, oui, d'accord, c'est un peu la polarité entre se forcer à faire... à taper la tête dans le problème versus être compréhensif avec soi-même. En fait, ces deux choses relèvent quand même d'une certaine bienveillance envers soi, parce que être capable de se forcer à aller faire un peu de sport parce que tu sais que c'est bon pour toi, peut-être plus tard, mais pas tout de suite, tout comme être capable d'être indulgent avec soi-même parce que, en fait, c'est le moment de se reposer. Ces deux choses relèvent quand même d'une certaine bienveillance envers soi et son corps. Ça, j'ai l'impression aujourd'hui, dans ce que tu partages, que tu as l'air d'être plutôt bienveillante avec toi-même. Oui, maintenant, je pense. Ouais. Et tu penses que c'est venu un peu de toutes ces histoires? Ouais, je pense que maintenant, c'est quelque chose que j'ai appris au fil des aventures, des expériences, et que, surtout qu'aussi que je vieillis. J'ai pas le même corps à 20 ans qu'à 30 ans. C'est vrai. C'est sûr, mais c'est sûr que oui, je me rends compte que c'est important d'être bienveillant et de respecter mon corps, de pas lui faire la guerre, parce que de toute façon, faire la guerre à mon corps et être en colère contre lui ou autre, ça va pas l'aider à aller mieux, ça va pas m'aider à aller mieux. C'est un peu comme crier sur quelqu'un, ça va peut-être faire du bien sur le moment, sur les nerfs, mais encore une fois, c'est sur quelqu'un, là, c'est vraiment sur moi. Donc, se faire du mal, c'est pas le mieux. Autant se dire, ok, reste tranquillement, vas-y, mange un peu ce que tu veux aujourd'hui, dors, ne fais rien. Voilà, bon, écoute, tu t'entraînes pas, c'est pas grave. Maintenant, je vis beaucoup mieux les phases où j'ai pas de compétition, comme un peu maintenant. Avant, ça aurait été non, faut que je m'entraîne quand même, faut que je fasse encore du fractionné. Maintenant, je fais plus du tout de vélo l'hiver, je fais même pas de home trainer. Le vélo, là, à la fin de mon triathlon de 24 heures, j'ai posé mon vélo au dernier relais, j'ai dit, je te touche pas avant 2025. Alors qu'avant, j'aurais été roulée pour pas perdre, parce que l'année prochaine, il y a des Ironman, il y a des machins. Tranquille, laisse ton corps souffler. Si un jour tu as envie de le prendre, vas-y. Mais c'est vraiment ce truc de... Tu as été habitué à faire beaucoup de sport, et des fois pas forcément pour les bonnes raisons, pour se dépenser, pour brûler des calories, pour machin et tout. Là aussi, fais autre chose, repose-toi. C'est bien aussi de se reposer et de prendre soin de son corps. Et je sais que maintenant, il me remerciera, pas forcément tout de suite, mais plus tard. Et je sais que quand je vais recommencer à faire des fractionnés en hiver, en janvier, février, je serai contente de me dire, ok, en fait, en novembre, décembre, c'était trop bien que je me repose, mes tendons, mes articulations, ma tête. Tu sais combien c'est dur de se défoncer mentalement, de se dépasser. Et ça fait du bien. Et je pense que d'être indulgent avec son corps, c'est aussi indulgent avec son mental. Et moi, le mental, je le vois un peu comme un muscle. Il a besoin de se reposer aussi. Tu peux pas faire tout le temps des grosses courses, etc. On parlait d'enchaîner un Ironman tout à l'heure. Projets professionnels, c'est ça, etc. en fait, tu peux pas. Il y a des moments, il est épuisé, il faut qu'il se repose, le mental aussi. Et des fois, beaucoup plus que le physique. Et c'est pour ça que, aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent, là, je dévie un peu, mais de toute façon, Marine, toi, tu as du mental quand tu fais ça. Non, mais le mental, tu l'acquiers pas une fois. C'est comme un champion olympique, il n'est pas champion olympique toute sa vie. Donc, en fait, ça se travaille tout le temps, quoi. Et le fait d'être plus indulgente avec moi-même et avec ce que j'ai vécu, à plus prendre conscience de comment je vais m'écouter, les signaux que mon corps m'envoie, et ouais, je pense que je vais mieux quand même. Mais c'est pas facile tout le temps. Ah non, mais ça, parce que des fois, je le fais, mais je culpabilise quand même. T'inquiète, je crois que moi, je vais pas culpabiliser non plus. Après, plus m'être entraîné, après mon Ironman, là, alors oui, il y a eu 2-3 semaines de repos, puis les semaines d'après, elles sont plus dures à justifier, etc. Et puis, c'est facile pour personne, à mon avis. Ouais. Bon, en tout cas, pas dans tous les domaines en même temps, ça c'est sûr. T'as mentionné avant quelque chose qui vient de me ressurgir, que tu parlais d'avoir été beaucoup forgé justement par tes activités sportives. Tu as mentionné le fait, plus ou moins directement, si j'ai bien compris, qu'il t'est arrivé dans ta vie de donner, et puis finalement les gens partent sans rien rendre, en quelque sorte. Tu as dit que tu as été beaucoup forgé par le sport, mais pas que, qu'il y a eu d'autres choses. Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu veux parler d'autres choses qui t'ont particulièrement forgé, mais qui n'ont pas été le sport, par exemple? Ouais, je pense que c'est quelque chose qui je le souhaite pas, mais qui est arrivé plus ou moins un peu à tout le monde, les ruptures amoureuses. Et je trouve que des fois, comme on dit, c'est sous-coté, c'est pas juste un chagrin d'amour. Moi, pour ma part, c'est des relations ou des moments où je me suis beaucoup investie, où j'ai beaucoup donné, et c'était sans attendre quelque chose en retour, c'est parce que ça me faisait plaisir, etc. et tout. Et quand ça se finit et que
tu l'as pas voulu, tu l'as pas souhaité, que ça te tombe dessus, c'est comme un coup de massue. Et enfin, quand ça te brise le cœur, ça te brise le cœur, quoi. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux, c'est l'histoire passée, c'est fini et tout ça. Mais pendant plusieurs années, ça a été compliqué, vraiment très dur. Mais c'est vrai que c'est de donner. Mais pareil, sans rien attendre en retour, tu vois. J'ai pas envie que les gens disent, oui, ben, elle voulait quoi en retour. Enfin, tu vois, c'est vraiment de l'investissement personnel, émotionnel, etc. Et quand tout s'arrête d'un coup, bah, ça m'avait ruiné, quoi. Tu perds tous tes repères, tu perds tout le projet de vie que t'avais lancé. Tournait un peu dans ta tête. Ouais, c'est ça, en fait. Et moi, c'est vraiment un truc que je prends souvent, que je dis souvent, c'est que moi, vraiment, une rupture amoureuse, ça m'a fait mal aux muscles, ça m'a fait mal aux os, ça m'a fait mal à l'âme, j'avais mal partout, quoi. Et là, la déprime, je peux te dire que à pleurer tout le temps, à plus avoir envie de rien. Là, tu me disais, là, en claquement de doigts, où tu veux être. Je voulais être nulle part, je voulais plus être sur la terre, j'avais des envies très noires. Même si je gagnais au loto, ça allait rien faire de ma vie. Enfin, vraiment, quand on arrive là, c'est que même si on me donnait des millions d'euros, ça allait pas changer ça. J'étais profondément triste. C'était quand, ça ? C'était en 2020. 2020. Et pour ça que je suis partie à Bordeaux. Ah. Pour recommencer une nouvelle vie. D'accord. Donc, t'habitais à Paris avant ? Ouais. Uniquement ? Ouais. 2020. Ok, ah oui, donc c'est récent. Je pensais pas que c'était aussi récent. Ouais, et je suis arrivée à Bordeaux en 2020. Et l'été. Et j'arrive, je connais personne, j'avais pas d'amis, pas de logement, rien. Enfin, du coup, je me suis dit, je vais pas recommencer quelque chose. Et deuxième confinement, let's go, toute seule. Bah là, t'es encore toute seule. Mais en fait, et puis c'est ce que je dis, c'est que j'ai quitté mes amis de Paris, mes amis, mon socle, tout ça. Mais j'ai quitté ma vie pour me sauver. Mm-hmm. Tu vois, c'était... Ouais, vraiment. Moi, je pensais que ça... J'avais déjà entendu parler d'une histoire comme ça de toi, je crois, mais plus ancienne, il me semblait. Et si ça t'a bouleversé, c'était sûrement un euphémisme, mais on va dire ça comme ça, autant tu penses que c'est parce que tu t'étais particulièrement investi dedans au détriment peut-être de toi-même ou... Non, je pense pas parce que... C'est ce qu'on a peut-être tendance à faire parfois. Ouais, peut-être, mais... Dans une relation, tu vois, d'être... Peut-être que oui, je pensais plutôt à l'autre avant de penser à moi. Chose que maintenant, je ne veux plus faire. Alors, forcément, hein, quand tu es en relation, c'est normal. Il faut forcément faire des concessions. Et tu le fais avec plaisir, etc. Mais je pense aussi que moi, quand j'aime un truc, ou quand j'aime les gens, ou quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et du coup, c'était un peu... Je peux pas comparer ça à un projet pro ou sportif, mais c'est comme si tu... Enfin, je peux pas comparer ça et c'est pas comparable, mais c'est comme si tu t'investis à fond dans un projet sportif et d'un coup, on t'arrête, quoi. Enfin, et après, un projet sportif, c'est pas sur du long terme, je sais pas comment dire. Tu peux pas comparer ça, c'est quelque chose d'incomparable. Pourtant, c'est quelque chose que tout le monde vit, je pense, plus ou moins à différents degrés. Mais vraiment, moi, ça m'a... Ouais, vraiment, ça m'a brisé, quoi. Attends, mais 2020 ? Ouais. C'était quand, début 2020 ? Non, milieu. C'était après le Covid, le premier confinement. Ouais, c'est marrant parce que moi, j'ai eu ma seule/grosse rupture, c'était fin 2020, quoi. Ah ouais, je viens de penser... je viens de penser que c'était ça et c'était la seule. Et puis, tu as ce truc... et puis, tu as ce truc de j'ai plus confiance en moi, je suis nulle. Et ça, tu l'as ressenti très fort. Ouais, beaucoup. Et puis, du coup, il y avait des moments où le sport, ça m'aidait à combler. Des fois, j'avais même plus envie de faire du sport. Enfin, pour qu'on m'enlève l'envie de faire du sport, faut y aller, quoi. Il y a les troubles alimentaires qui sont revenus beaucoup. Ça a été vachement dur, quoi. Ouais. Puis, je crois que je me suis aussi, un peu comme mon accident, je me suis beaucoup menti à moi-même aussi. C'est que les réseaux, des fois, c'est bien, mais je faisais croire... J'en ai pas parlé au début, hein, sur les réseaux. J'ai pas autant dit que... Voilà. Au début, j'en ai pas parlé. Après, j'en ai parlé parce que j'avais des questions et bref... Et parce que j'avais forcément un peu parlé de ma relation sur le réseau. Maintenant, c'est quelque chose que je ne ferai plus du tout. Mais du coup, ça m'a... Le fait de me dire, allez, je vais courir pour poster une story pour montrer que je vais courir. Des fois, c'est mentir. Et d'un côté, ça m'aidait.
Donc les réseaux sociaux, ça m'a un peu aidé d'un côté, mais je pense que tu dois voir un peu ce que c'est. Et d'un côté, je mentais pas aux gens, je me mentais pas trop à moi-même, mais un peu, tu vois. C'est un peu, je le fais pour montrer que, mais ça me fait quand même du bien, et voilà. Tu vois ? Tout est pour tout, ouais. Et tu as l'impression que cette relation que tu as quelque part avec tous les gens qui te suivent a influencé cette expérience ou... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Non. Non, pas du tout. Ça n'a rien... Rien à voir. Ok. Et oui, parce que... Ouais, donc là, forcément... je pense pas que tu en parlais énormément avant de ta vie personnelle comme ça. Non, pas du tout, mais comme on vivait ensemble... en fait, sans forcément mettre des photos de bisous, de machin, de trucs, de machin et tout. Tu vis avec la personne, c'est comme quand je vais chez mes parents un peu, on voit que je suis avec mes parents, mes trucs et tout ça, mais je me suis jamais affichée fortement, jamais fait marcher ma communication sur ça, pas du tout, etc. C'était pas du tout le but de mon compte, mais ça faisait partie de ma vie. Comme c'est une relation qui a duré quand même assez longtemps, voilà. Et j'y croyais. Apparemment, j'étais la seule, mais j'y croyais. Donc, voilà. Et je pense que du coup, après, les gens se sont questionnés. Pourquoi on ne voit plus ? Pourquoi nanana ? Et puis, c'est tellement usant et horrible qu'au bout d'un moment, je dis, OK, voilà, les choses. C'est tout, on n'en parle plus. Et comment est-ce que tu te retournes sur cette expérience ? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose après coup, que ça se soit passé comme ça, ou est-ce que... ou pas ? Oui, vraiment, c'est une bonne chose. Maintenant, je suis très heureuse je suis très contente de vivre à Bordeaux, je suis très contente de faire ce que je fais. Je pense que ça m'a appris aussi qui je suis encore plus moi-même. Ça m'a appris à faire les choses plus pour moi, à moins donner de ma personne, à essayer de moins m'investir, mais ça fait partie de moi. Moi, j'aime les trucs à fond, tu vois. Peut-être à plus relativiser certaines choses. Et maintenant, je partage beaucoup moins de choses personnelles sur les réseaux sociaux, que ce soit ce pan de ma vie, ou ma famille, ou des amis proches. Ou vraiment, maintenant, mon compte Instagram, ou YouTube, ou autre, tu peux voir passer certains amis, etc. Toujours, ils ont accepté d'être dans mes stories. Toujours. Il y a jamais de... Je fais jamais... voilà. Et il y a des choses que je ne partage pas du tout, et je partagerai jamais, plus jamais. Et ça ne veut pas dire que je le cache, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut dire que ça n'a rien à faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que cette rupture, tu as l'impression que ça a cassé quelque chose en toi vis-à-vis de, je ne sais pas, la nature humaine, la confiance que tu accorderas à quelqu'un, l'amour que tu donneras à quelqu'un plus tard ? J'aime pas trop dire ça, mais un peu les gars, un peu les mecs. C'est hyper cliché, mais après, moi, je me suis toujours dit, OK, je veux plus jamais de mecs dans ma vie. Plus jamais de mecs. Ils sont tous méchants, ils sont tous horribles et tout ça. C'est donc de là que ça vient. Putain, les gars, faites ça mieux, parce qu'après, ça nous met une sacrée réputation casse-couille mais derrière. Parfois, la vie peut réserver des surprises, donc bon, voilà. Il y a toujours des surprises dans la vie. Toujours. Il y a toujours des surprises. Et des fois, on est ancré dans un truc, et puis il y a des rencontres, il y a des choses qu'on vit, il y a des expériences qu'on vit, il y a des discours qu'on a qui permettent d'avancer, d'évoluer sur certaines idées. Puis c'est une généralité qu'on dit, voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça a été un peu ça quand même. Et aussi, il y a tout ce que tu as dit, il y a des personnes qu'on rencontre qui nous font réaliser, putain, mais en fait, je pensais que j'aimerais plus jamais quelqu'un autant. Ouais. Je pensais que je trouverais plus jamais quelqu'un qui me regarde comme ça. Je pensais que je trouverais jamais quelqu'un de mieux, entre guillemets, peu importe la définition de mieux. Et personnellement, là, je parle pour moi, à chaque fois, j'ai eu tort. À chaque fois. À chaque fois, j'ai mais putain. C'est vrai. Mais en fait, c'est de la merde ce que je pensais. Enfin, c'est de la merde. C'est la vie, en fait. Non, mais comme quoi, des fois, tu as des convictions sur certains sujets, et en fait, ça peut évoluer. Et ça va évoluer. C'est bien d'être fermé, d'avoir ses idées et d'être ancré, mais c'est bien de s'ouvrir et de peut-être un peu changer d'avis, de peut-être un peu... voilà. Et peut-être que tu vas refaire l'erreur, et peut-être qu'en fait, finalement, tu vas réapprendre, et peut-être que ça va très bien se passer, et tant mieux, quoi. Il y a une différence, évidemment, entre les valeurs qui sont plus souvent ancrées, et puis les opinions, les avis, les informations qui évoluent. Mais bon, personnellement, moi, je suis un grand optimiste, et
Et je suis de l'avis qu'il y a toujours le soleil encore plus après. Ne serait-ce qu'en y croyant très fort. Il y a toujours du soleil. Il y a toujours du soleil. Le soleil, toujours du soleil. Justement, tu es quelqu'un de très solaire. On te le dit souvent, je crois. C'est en tout cas l'image que tu renvoies. Et moi, justement, je dis ça comme ça, mais pour les personnes qui écoutent et tout, si vous aimez le sport ou la vie, l'un ou l'autre, allez suivre Marine sur Instagram parce que ça fait du bien. Potes. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir quelqu'un de positive, comme ça, dans son entourage, parce que moi, les gens que je suis sur Instagram, je passe plus de temps avec eux par story interposée que beaucoup de gens dans la vraie vie. Donc, ça devient réellement ton entourage qui t'influence. C'est pour ça que je suis très à cheval sur qui tu suis sur Instagram, c'est très important. Qui tu laisses t'influencer, parce que là, tu as le choix. Et là, je ne pourrais que recommander l'influence que j'estime très, très bonne. Parce que moi, j'ai ressenti aussi, cette année aussi, ne serait-ce qu'en m'entraînant et tout, de voir Marine qui s'entraîne ou de Marine qui dit que des fois, ça ne va pas. Et puis, c'est comme ça. Et puis, ça fait du bien aussi. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé te suivre aussi sur ta prépa Ironman. Hein. J'étais à fond et tout. Très, très passionné. En plus, c'est beau. Et je voulais te... peut-être qu'on y a déjà touché, mais je me demande, peut-être qu'on n'y a pas touché, justement, par rapport à tes courses et à tes efforts et à tout ce que tu as entrepris et vécu. Quel a été... Parce que tu as déjà dit quelque chose une fois, c'est que chaque course a une histoire et que c'est ça qui, toi, te plaît. C'est l'histoire que te racontent certaines courses que tu fais, parce que tu en as toute une ribambelle. Quelles sont les histoires qui t'ont le plus marqué? Forcément, il y a l'enduroman, voilà, mais je dirais plutôt la traversée de la Manche. Ouais. Il y a le premier marathon que j'ai fait après mon accident. Oui, il devait avoir un sacré... Ouais. Comment tu t'es senti au départ ou au départ de la prépa? Je me suis sentie vivante. C'était dingue, quoi. Pendant la course, pendant la prépa? J'ai pas tellement fait de prépa, vraiment. Je courais beaucoup. Je voulais pas me préparer. Je savais que je pouvais courir, etc. Mais j'avais pas fait des trucs spécifiques, etc. Mais c'était fort, quoi. C'est vraiment fort, quoi. Ouais. Et puis j'avais ce truc de... Je voulais rancir aussi toutes les personnes dans le médical qui m'avaient suivi, les kinés, ma chirurgienne, tous ceux qui m'avaient épaulé et aidé dans tout ça. Et cette ligne de départ, c'était la ligne de départ pour tout le monde, mes amis, mes proches. Et l'arrivée, je t'en parle même pas. Parce que je dis toujours, prendre le départ d'une course, c'est déjà avoir réussi. C'est pas tellement l'arrivée, quoi. Oui, forcément, mais le départ, déjà, quand tu arrives pas blessé sur une ligne de départ, c'est que déjà, c'est pas mal. Voilà. Mais ouais, donc du coup, ma course après mon accident, toutes les courses que je partage avec mes amis, quoi, ça n'a pas de prix. Partager ce sport avec des gens que t'aimes, tes amis, c'est fou, quoi. C'est dingue. Même des courses où mes parents étaient venus m'encourager. Comme mon père, sur un Ironman à Nice, sur le parcours, là, il courait, il me dit « C'est que je t'aime très fort, ma chérie, et tout. » Qui me dit jamais ça, c'est ouf, quoi. T'es là, ah, ok, j'y vais. C'est ouf, enfin, vraiment. Ouais, je pense que... Ouais, je sais pas, il y a plein de courses comme ça qui sont... J'ai pas tellement d'idées spécifiquement de courses qui m'ont marqué précisément, mais... Après, oui, non, il y a les 24 heures du Mans vélo que j'ai fait avec des copains aussi, où tu as ce truc de se dépasser, de partager aussi un truc avec des potes. Ouais. Tu as l'air d'être beaucoup ça quand je t'entends moi, raconter. C'est-à-dire que la course, c'est cool, mais avec qui est-ce que je la fais ou avec qui est-ce que je la partage, c'est limite plus important. Et en même temps, tu vois, faire des courses seule, mais j'aime aussi ça, mais les gens qui t'encouragent, qui t'entourent, c'est aussi important. Ouais. Oui, c'est quelque chose que moi j'aimerais bien creuser un peu plus, de partager encore plus, ne serait-ce que la compétition ou la course avec d'autres personnes. C'est là que je me dis, il y a un truc dans l'endurance encore. Enfin, c'est un truc parmi des centaines qui m'attire beaucoup personnellement encore. Et bon, Marine est un être humain, Marine est une sportive, Marine est aussi une coach. Ouais. Hein, c'est d'ailleurs beaucoup une coach, parce que tu coaches très...
De plus en plus maintenant. Encore plus, là, je reprends j'ai cru plus comprendre. mon activité de coaching là. Ouais, Je reprends plus pas parce que je pense que ça me fait du bien, j'aime ça et j'adore accompagner les gens sur leurs projets et tout, vraiment. Et justement, les gens que tu accompagnes, donc on pense notamment à monsieur, madame, tout le monde, tu as dû en accompagner pas mal. Est-ce que tu as une ou deux pépites de parcours anonymes comme ça qui t'ont frappé, qui t'ont impressionné, qui t'ont... J'ai des gens déjà que je suis depuis 5-6 ans, ils sont toujours là. Ouais. Ils me supportent toujours et je les supporte toujours. Ils doivent apprécier le suivi là, je pense. Quand même. Ouais, vraiment. C'est vraiment devenu des amis, même si j'ai du mal à casser la barrière professionnelle aussi un peu, tout ça et tout, mais quand même. Non, mais j'ai des gens qui font appel à moi. Là, j'ai en tête une fille que j'aime beaucoup qui fait ses marathons autour des 5 heures et qui est hyper heureuse, qui s'entraîne très dur, qui est très psychorigide dans ce qu'elle fait, qui est très dévouée, qui est toujours à fond. Et là, elle revient du Half Marathon des Sables de Jordanie. Là. Elle l'a fait, elle a été au bout. Ça a été un sacré challenge. D'ailleurs, j'ai pas eu son nom débrief. On s'appelle, si t'écoutes ça, on s'appelle, je sais, ce week-end. Et c'est des gens qui m'inspirent, qui, en fait, c'est pas forcément les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, qui courent hyper vite, qui sont à fond, qui ont du temps pour s'entraîner, qui sont tout le temps à battre le record, à aller toujours plus vite. Alors oui, elle progresse, elle bat ses records, elle bat ses propres records. Et moi, elle me bluffe par son abnégation et son envie de toujours faire des choses, d'aller chercher plus loin, plus fort, sans forcément aller vite. Et vite, ça veut tout et rien dire. Elle va toujours plus vite que ceux qui font rien. Et c'est fou, quoi. C'est fou. Ou comme ça peut être quelqu'un qui vient me voir une première séance, qui est habillé tout en noir, qui se tient comme ça, qui est tout recroquevillé, qui me regarde à peine dans les yeux. Et 2 ans plus tard, qui vient habillé en couleur, qui me dit « Salut Marine », qui me fait un check, grand sourire, et qui est parti, qui me dit « Je peux mettre ma musique ?» Ok. C'est incroyable. Ou moi, c'est des témoignages de parents qui me touchent encore plus. Parce que tu coaches aussi des plus jeunes. Ouais. Et les parents, ou même des moins jeunes, mais les parents qui me disent, qui m'envoient des messages ou des mails comme quoi leur enfant a complètement changé, s'est ouvert, est plus heureux, plus épanoui. Et je sais pas, c'est pas que moi, c'est tout un truc, un process. Mais si je suis une petite pierre à l'édifice, j'en suis trop contente, quoi. Et pour moi, c'est le plus beau métier du monde, en fait. Et c'est pour ça que, je suppose, tu n'as pas suivi ce que beaucoup de gens, peut-être, qui ont réussi sur les réseaux font, c'est-à-dire de ne plus trop faire du one-to-one, notamment dans le coaching. Parce que ça, c'est quelque chose que, quand on te voit, on se dit, bon, Marine, c'est bon, elle est super connue, tout ça. Ouais, il n'y a plus le temps, quoi. Non, parce que le temps, quand tu veux faire un truc, tu le trouves toujours. Ouais, la preuve. Et ouais, moi, et je pense que j'apporte aux gens autant qu'ils m'apportent. Et encore une fois, j'ai rencontré une nouvelle hier, et quel bonheur et quel partage de discuter avec des gens qui ont des projets sportifs, qui se donnent les moyens, qui n'ont pas confiance en eux, mais qui, en fait, ils ont ce petit feu au fond d'eux. On va le faire briller, mais de fou, quoi. Et c'est incroyable, en fait. Moi, j'adore. Ouais, ça, je pense que t'es pas prête de mettre ça au placard non. Tout de suite. Au contraire, t'as commencé par ça et limite, c'est... Mais j'ai quand même vu, là, ces derniers temps, que t'as l'air de... Alors après, j'imagine, voilà, Marine très intéressée, tout ou rien, donc de temps en temps, je pense que le focus shift sur... ok, là, c'était le sport où je mets tout, là, je vais le mettre ailleurs parce qu'il y a moins de sport. J'ai l'impression qu'en ce moment, le business et tout ça a quand même pas mal été... travailler, j'ai l'impression, entre les masterclass que tu sors, les sites web, le coaching qui a l'air plus présent que jamais. C'est quoi un peu la direction c'est vrai que quand tu t'entraînes beaucoup, quand tu fais du sport, tu travailles forcément un petit peu moins. Et moi, j'avais ce truc un peu... J'avais envie de me retrouver dans ce côté... Ok, je crée des choses. Et j'avais aussi un peu ce truc de... Est-ce que j'arrive à faire autre chose que faire du sport et créer des choses autre chose que faire du sport? Alors, le coaching, ça reste dans le sport et tout ça, mais c'est quand même mon métier. Et j'avais envie aussi d'apporter quelque chose aux gens autre que du sport. Des données, des infos, des astuces, du coup, avec des masterclass, donc les masterclass que je mets en place là, du coup, de m'aider aussi avec des gens, des professionnels, leur apporter des clés, les aider sur des choses que moi-même, en fait, j'aurais rêvé d'avoir et j'aurais trop aimé de pouvoir suivre et écouter plus jeune. Vraiment. Et donc ça, tu mets en place. Et puis les coachings... N'importe qui, là, j'ai envie de dire, il peut se faire coacher par Marine Leleu semaine pro ou quoi? Comment ça marche? Ouais, tout le monde. J'ai mon petit site de coaching et sur ce site, tu viens, tu prends rendez-vous. Et t'es pas en liste d'attente overbooked? Non, pour l'instant, non. Ok.
Il faut se dépêcher avant que Marine ne soit doive multiplier par 3 les Je veux les des tarifs. gens que motivés, qui ont un projet. Enfin, un projet, ça peut être juste prendre soin d'eux et c'est déjà un super projet. Mais ouais. Ça, c'est sur Bordeaux et Paris que tu coaches. Ouais, exactement. Parce que toi, tu coaches que en one-to-one domicile. Et one-to-one ou deux. Domicile. Ça, à 2 ou à 3. Ça peut même être un couple qui a envie de passer du temps ensemble et du coup, ils se retrouvent sur une séance de sport ensemble et tu crées un peu ce truc de OK, on fait du sport ensemble. Des fois, ils font des choses ensemble. Des fois, l'un de leur côté, mais pendant 1 heure, ils sont ensemble, ils partagent un moment ensemble, sans téléphone, sans enfants, sans rien. Et c'est trop bien. Ou ça peut être des amis. Des amis, à la place d'aller boire un verre ou au cinéma, elles font une séance de sport ensemble. C'est une bonne activité entre potes ou de couple à laquelle on ne penserait peut-être pas tout de suite, mais qui est quand même, qui renforce sacrément les liens, je pense. Et Marine a aussi la casquette, évidemment, d'entrepreneur. Hein. Elle n'est pas uniquement coach ou sportive. Tu as aussi Liv, votre marque avec ton associé Chloé de chaussettes notamment. Comme tu l'as mentionné, je crois que ça fait 6 ou 7 ans que vous avez lancé ça. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel tu jongles plus ou moins fortement dans ton année, dans ton quotidien. Exactement. Donc cette marque qui est Made in France, ça dépend en fait des collections qui sortent, ça dépend un petit peu, même si on vend des chaussettes tous les jours et c'est trop cool, ça dépend un petit peu des gros booms, des grosses sorties, des grosses mises en avant. Mais c'est vrai que on est super fiers, on est super contents que ce soit un business qui fonctionne, qui avance, sans que, même si je suis dans le tout ou rien, je suis pas tout le temps, tous les jours, à être à fond dans la marque, parce qu'on peut pas être partout, et je pense que tu dois comprendre. C'est la même chose pour moi, ouais. Voilà, quoi. Mais c'est super d'avoir... Aussi, moi, c'est une réussite pour moi, et même ça me fait du bien de me dire, OK, j'arrive à faire autre chose que du sport, et de réussir autre chose que du sport. Et ça me fait du bien aussi, parce qu'il y a des moments, c'est un peu dur, je me dis, en fait... j'arrive que dans le sport et je suis même pas professionnelle. J'ai jamais voulu être professionnelle. En fait, c'est que j'arrive dans le sport, je réussis bien, mais je suis pas en équipe de France, je suis pas pro. Donc, tu sais, c'est un peu ce truc de et à côté, je sais faire quoi. Et j'ai aussi envie de m'intéresser, de m'ouvrir, d'apprendre des choses, d'ouvrir tous les champs des possibles. Et je trouve ça trop stylé d'avoir une marque comme ça, de réfléchir, OK, le merchandising, la vente, le machin, comment on fait les pubs, les techniques de vente, le machin, tout, quoi. Si on met ce colis-là, cette enveloppe, elle pèse 30 grammes. Si on met ce timbre qui pèse 30 grammes, mince, il faut qu'on fasse ça. Et même des fois, c'est Marine qui passe en courant te livrer ton colis, si j'ai bien compris. compris. J'ai fait ça. Sur Paris, peut-être plus. Ou même des fois sur Bordeaux, quand c'est pas très loin de chez moi, on rembourse la livraison et je les pose dans la boîte aux lettres. Donc les gens, ils se disent, mais attends, l'enveloppe est arrivée là, sans timbre, comment ça s'est passé? Moi, j'ai commandé mes chaussettes. Elles sont là. Elles sont là? Alors, pour te dire, parce que du coup, pour te dire, ça fait depuis le 27, je les ai commandées le 27, le dimanche 27, et elles sont sur la table, posées. On t'a remboursé la livraison parce qu'en Suisse... c'est vrai, je peux regarder. Parce que c'est hyper cher, tu aurais payé hyper cher. Donc, on t'a remboursé la livraison. Et souvent, ça se perd un petit peu. Et du coup, je te les ai apportés. Je comptais pas dessus. Moi, je voulais soutenir le... Ouais, non, mais trop sympa. Mais du coup, elles sont... d'essayer mes nouvelles chaussettes bleu, posé. blanc, rouge. Voilà, ouais. Beaucoup de modèles différents et c'est très sympa. Bon, moi, évidemment, j'adore tout, le sport, l'entrepreneuriat, tout ça. Donc, ça me plaît. Vous avez des projets par rapport à ça ou c'est au gré des collections où vous voulez... Il me semble qu'à un moment donné, vous parliez d'étendre à peut-être plus de textiles ou de vêtements ou même d'accessoires ou quoi? On a fait des tangas pour le sport, pour les femmes, et c'était fait avec des tissus, des matières upcyclées. Donc, c'est des chutes de tissus qui sont prêtes à être jetées, mais on peut en faire encore quelque chose. Donc, il n'y a pas tout le temps des stocks, comme c'est pareil fait en France, etc. On va s'ouvrir sur différents accessoires, différentes choses aussi, peut-être des casquettes, peut-être, je sais pas, des sacs pour mettre son maillot de bain mouillé, enfin des petites choses comme ça, ou même d'autres choses, peut-être dans la cosmétique. On y réfléchit, on veut pas se lancer dans des trucs trop gros, trop compliqués. On veut toujours que ça reste nous deux, parce que la marque c'est nous deux, donc il faut que ça reste quelque chose qui me corresponde à moi et à elle, à Chloé. Et du coup, on réfléchit beaucoup à ça. On a différents projets, peut-être être dans certains points de vente des gros magasins en France aussi. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on avance petit pas par petit pas, mais sûrement. Ouais. Trop bien. Et d'un point de vue sportif, j'en profite maintenant que je peux avoir une exclue. Moi, je l'aurais avant que ce podcast sort, bien sûr, mais il me semble que du coup, tu n'as plus de... Parce que là, on enregistre, on est début novembre. Ouais.
je pense que ça sortira en décembre ou début janvier ou plus tard. Tu as prévu des... tu es du genre à planifier beaucoup ton année suivante, que ce soit sportivement, professionnellement, en termes de courses ou... Alors, en général, non. Mais maintenant, de plus en plus, les courses sont très vite remplies. Bah oui, j'ai remarqué ça, moi aussi. Donc là, il faut un peu se projeter. Il faut pas... Voilà. Donc moi, en 2025, pour l'instant, j'ai un semi-marathon en mars, que j'ai déjà fait l'année dernière. Après, je fais le marathon de... Je sais pas si je le dis. Non, je peux pas le dire. Je fais un marathon. Un marathon. Voilà, je te le dirai après en off. Parfait. Voilà. Et je pense que je partirai sur un triathlon L, le triathlon L qu'on appelle le Frenchman, qui est à côté de chez moi, à Carcan. Tu l'as fait plusieurs fois. C'est la routine, voilà, avec les copains, c'est à la maison. Voilà. C'est quand même un L. Tranquillou, voilà. quoi. Non, mais bon. Et du coup, normalement, l'Ironman de Nice... Ironman de Nice. Ouais. Ça, c'est début juin. Fin juin. Fin juin, c'est. Ouais. Donc pour l'instant, c'est ça. Il va peut-être se rajouter des petites choses des petits triathlons. Pour l'instant, c'est un peu la base. Et moi, je vois toujours mon année jusqu'à juillet. Après, je laisse un peu l'été, si je fais des trucs en vélo, solo ou pas. Et après, je reprends un petit peu sur la... Je sais pas, on verra. Ouais. J'avoue que j'aimerais bien aller faire une expérience de triathlon à Nice parce que c'est quand même assez symbolique. Donc peut-être j'ai essayé de... Je vais voir parce que le sold out partout. Peut-être le 73 de Nice, moi, c'est... Enfin, j'aimerais bien faire un triathlon pour le kiff l'année prochaine. Donc, écoute, viens. Hein. Surtout qu'il doit y avoir tout le gratin, si je puis dire, à Nice. Ouais, et puis c'est le parcours des championnats du monde aussi. Plus, voilà. Là, cette année, c'est les hommes aussi, mais l'année prochaine, ce sera les hommes. Mais puis c'est magnifique. Le parcours vélo est magnifique. La prom est magnifique pour courir. Il n'y a pas de méduse dans l'eau, normalement. Ça, c'est cool aussi. Il fait en général beau. Les gens sont incroyables pour encourager et tout ça. Et toi, toutes tes optiques pour ces différentes courses-là, il y a une envie de performance quelque part ou je me doute que c'est pas ton record perso à chaque fois, c'est pas ce que tu vises, mais c'est quoi comment tu vois la chose? C'est pour te faire plaisir? Il faut un juste pour milieu? Le semi-marathon, oui, j'aimerais bien faire un bon truc. Perf. J'aimerais bien descendre sous les 1h30 au semi. Ah, c'est stylé ça. Ouais. Je suis à 1h. Enfin, je suis déjà descendue en dessous, mais j'aimerais descendre un petit peu plus. Je suis à 1h29, mon meilleur temps. Mais un peu plus quand même. J'aimerais descendre là. Marathon, j'aimerais descendre en dessous aussi. C'est quoi ton record actuel au marathon? J'ai aucune idée, j'avoue. 3h19. Ah ouais, ok. Ouais. Voilà. Donc il y a de la perf. J'aimerais bien. Un petit peu. Après, l'Ironman, ce qui est compliqué, c'est qu'à Nice, ça monte beaucoup. Donc c'est compliqué de battre son record. Tu l'as déjà fait à Nice? 2 fois, ouais. Donc je peux battre mon record de Nice. Mais c'est compliqué de battre mon record sur Ironman parce que tu prends un Ironman qui est plat. C'est sûr qu'en vélo, c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc forcément, c'est voilà. Mais avant tout, c'est me faire plaisir. Et puis à chaque fois, il y a les copains qui sont là. C'est trop bien. De toute façon, bonne ambiance. Mais oui. Peut-être qu'on se retrouvera sur une course. Ce serait à Nice, viens à Nice. Ouais, on va essayer. Tu finis ton 73 et prends ta médaille. C'est le même jour, c'est ça? C'est le même jour. Tu te mets sur le bord de la route et t'encourages le full. Ouais. Inch'Allah, je suis sur mon marathon. Parce que les 73 partent avant. Ouais. Et ensuite, il y a le full qui est lancé. Ouais, 1 heure après. Ouais. 1 heure après. Ouais, ça doit être. Donc limite, quand tu finis ton half, tu peux croiser le premier du full qui arrive sur le marathon. Ouais, trop stylé. Ça doit être sacrément cool comme ambiance en plus. C'est incroyable. Nice, c'est une très belle ville. Écoute, Marine, merci énormément pour ton intervention. Merci pour ton à partage, toi. Moi, c'était cool. Ce que tu fais très bien et que je me réjouis de pouvoir voir encore pour la suite. Je mettrai évidemment toutes tes informations, tes réseaux dans la description de l'épisode, bien entendu. Est-ce que tu as un dernier petit message que tu veux faire passer? Je suis très contente de passer dans ce podcast et avec toi parce que toi, je te connais un petit peu de loin depuis longtemps. Et je me suis beaucoup plus intéressée à ce que tu faisais et ce que tu partageais avec ta prépa Ironman. Et d'un côté, je trouve ça un peu dommage parce que tu es plus qu'une prépa Ironman et plus que ça. Et souvent, je me dis toujours... Non, mais tu vois, je me dis toujours que c'est trop con de s'intéresser à des gens. Et dans l'entrepreneuriat, tu m'inspires aussi beaucoup et tout. Et j'ai trouvé ça génial, tout ce que tu partages. J'aime beaucoup tout ce que tu partages aussi autour des valeurs du sport, du travail. Et moi, tu fais partie des personnes que je suis un peu le plus... t'as toujours les stories qui apparaissent en haut et que je regarde avec plaisir. Voilà, non, mais c'est vrai, un peu ce que tu fais.
Et ça fait du bien d'avoir des gens comme toi qui partagent des bonnes choses. Après, c'est très personnel, hein, les bonnes choses ou pas sur les réseaux sociaux. Et parce que c'est vrai que des fois, je me dis que c'est très mauvais, les réseaux, c'est très néfaste et c'est pas bon. Mais toi, on peut que retrouver du bon, que retrouver de la motivation, des informations et des choses bien, avec beaucoup de bienveillance. Donc, ouais, c'est trop bien. Donc, je suis trop cool. Je suis trop contente d'être rattachée à ton image. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est gentil, ça me fait très plaisir. Et je te renvoie évidemment cela, comme je l'ai mentionné avant. Donc voilà, merci beaucoup. Si ce podcast vous a plu, si vous voulez soutenir un petit peu gratuitement, comme ça, vite fait le podcast, évidemment, on peut mettre 5 étoiles sur Spotify et puis vous abonner sur YouTube, notamment. Parce qu'il y a des épisodes qui vont continuer. Moi, je fais ça parce que ça me fait plaisir. Donc, c'est pas toutes les semaines, mais quand ça sort, c'est parce que j'avais envie de le faire le mieux possible. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et merci encore, Marine. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Ciao.